merci d'être venu. C'est cool. Alors, en fait, nous, notre objectif, on est donc l'apéro sceptique du Mans. Et notre objectif, c'est de commencer à organiser des rencontres régulières entre sceptiques, mais pas que, hein, bien sûr. C'est aussi s'il y a des curieux qui sont intéressés par les sujets qu'on aborde, et ben c'est cool. Voilà. Ensuite, oui, sur ce modèle un petit peu participatif qui nous tient à cœur, on aimerait que ce ne soit pas forcément que des vidéastes, des scientifiques, des je sais pas quoi qui viennent intervenir ici pour les prochaines rencontres, je veux dire. Ça serait plus, voilà, ça serait plus en mode TEDx. S'il y a des gens qui connaissent bien le sujet et qui veulent éventuellement l'aborder, on a prévu un système de post-it en fait. Là-bas, vous voyez le petit guéridon, là-bas, il y a des post-it verts et des post-it rouges. Voilà, le monsieur, voilà, c'est parfait. Merci monsieur. Et voilà, et en fait, sur les post-it rouges, vous pouvez écrire, donc il y a un stylo, je crois, avec. Et sur les post-it rouges, vous pouvez écrire si vous avez envie d'intervenir une fois d'après dans tel ou tel domaine. Vous mettez à ce moment-là votre mail en dessous, et puis éventuellement à la fin de la soirée, vous venez nous parler. Vous venez nous trouver pour en discuter. Voilà, et sur les post-it verts, vous pouvez marquer les thèmes par lesquels vous êtes intéressé, tout simplement. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes un grand fan de l'astrologie, voilà, et ben, vous mettez astrologie sur le petit papier vert, et ensuite, voilà, les post-it, vous les collez sur la porte blanche. Voilà, ça c'est le fil rouge de notre soirée, c'est-à-dire pendant toute la soirée, vous pouvez aller écrire sur les petits post-it à n'importe quel moment et foutre votre papier sur la porte blanche. Voilà. Ensuite, donc ça vous fait... Voilà, qui connaît la zététique ici dans la salle? C'est juste pour... D'accord. Surtout, on va y aller, voilà, dans notre sens, qui ne connaît pas la zététique? Ou en curieux? On a des curieuses, c'est ça? Bonsoir. D'accord, est-ce qu'il y a des complotistes dans la... Voilà, très bien, très bien. Alors je vais vous présenter les différents membres, les différents organisateurs de cette soirée et aussi les intervenants du fait. Donc ici on a Serge Prémorel, qui est à l'Observatoire zététique, qui est d'ailleurs président, je crois, maintenant. Le nouveau président, monsieur le président. Et voilà, qui lui est spécialisé un petit peu dans la critique de l'astrologie. Ensuite, on a Lee Okoy, Lucas. Voilà, donc lui c'est un wikipédien. Ça fait combien d'années que tu contribues? Je contribue depuis 2012. C'est tout? Et oui, je suis tout jeune. Il contribue depuis pas longtemps, mais beaucoup, voilà. Il connaît très bien Wikipédia. Ensuite, on a Marion. Bonjour Marion. Marion qui est aussi, voilà, qui était assez... Voilà, mais si, elle connaît très bien l'astrologie aussi. Donc on a deux grands astrologues. Enfin, pas vraiment. Et ensuite, on a Olivier Joseph qui a une petite chaîne YouTube, comme moi. Comme toi aussi, excuse-moi, j'ai oublié de parler de lui. Il a aussi une chaîne YouTube sur le linguisme. Sur la langue française et sur la contribution au projet Wikis. Voilà. Tu avais fait, je crois, d'ailleurs une table ronde avec Hygiène Mentale. J'ai fait une table ronde avec Hygiène Mentale sur la neutralité sur Wikipédia l'année dernière. Voilà, et ce soir, il va nous parler aussi de la neutralité sur Wikipédia. Et donc, Olivier Joseph, qui lui aussi a une chaîne YouTube sur la Terre plate, qu'il aborde de façon très technique. C'est ça. Parce que ce monsieur est un scientifique. Donc, je crois que c'est physicien. Physicien de formation, physicien historien des sciences de formation. Mais je vais expliquer comment je suis venu à la Terre plate. Et je revendique parfaitement le terme de complotiste, puisque le globe est un complot. Ça fait 2500 ans qu'on nous cache la vérité, la Terre est plate. Et juste, je voulais signaler, il y a un autre, j'ai un collègue youtubeur qui est présent dans la salle, chercheur de mensonges, qui est aussi un globuliste acharné. Donc je vais montrer un petit extrait d'une de ses vidéos. Voilà, pour information, si vous croyez que la Terre est ronde, vous êtes un globuliste. Vous êtes une nouvelle identité ce soir. Alors, on va commencer par des mini-conférences d'abord. Donc 3 mini-conférences. C'est ça aussi qui est bien, c'est que si vous voulez participer, c'est pas trop intimidant, c'est des petits comptes de 15 minutes. organisateurs. Attends, est-ce que j'ai pensé à tout le monde? Ah oui, mais c'est parce que t'es pas assis sur le canapé des organisateurs aussi. Voilà. Donc, 3 mini-conférences. Donc, 3 mini-conférences. C'est ça aussi qui est bien, c'est que si vous voulez participer, c'est pas trop intimidant, c'est des petits comptes de 15 minutes.
Voilà, il y a aussi Noé, qui est donc un doctorant en sciences du langage. Et oui, je l'ai présenté, Mario. Je vais pas faire un fusil comme ça. Alors, voilà. Et bon, on va commencer sur les mini-conférences. C'est parti. Régie. Ah oui, en fait, je suis le débunker des étoiles, bonjour. Je lance la vidéo. Ouais. Ça y est, c'est parfait. Ça commence bien. Bon, moi j'ai bien 15 heures pour vous parler de chemtrails, ça va être un peu compliqué. Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est... Ah, c'est bon là? Oui, c'est parti. Ouais. Alors, c'est un sujet qui est très très vaste. Donc, pour commencer, qui c'est qui a jamais entendu parler de la théorie des chemtrails? Quelques-uns quand même. Ah, vous avez de la chance, mais plus pour longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est les chemtrails? Alors, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un chemtrail, il faut d'abord parler de ce que c'est qu'un contrail. Donc ça c'est un contrail. Vous voyez, c'est une traînée de condensation en fait. Condensation trace, voilà, contrail. Donc c'est tout simplement l'air chaud. C'est tout simplement l'air chaud des réacteurs qui rencontrent l'air froid et humide en haute altitude et ça fait des cristaux, des petits cristaux, donc ça fait une traînée de condensation. Donc ça c'est une chose, et après la persistance de la traînée, la durée de la traînée, etc. Ça va dépendre de la saturation de l'air en humidité par exemple. Bon, du coup, un chemtrails, c'est, en fait, les gens, ils pensent, il y a beaucoup de gens en France, dans le monde, qui pensent que c'est pas des chemtrails, en fait, ces traînées de condensation, que c'est des chemtrails, c'est-à-dire que ce serait des traînées de produits chimiques nocifs. Voilà, chemtrails, chemical trails, en fait. Mais laissons des tenants de la théorie nous expliquer, hein, parce que quand même, c'est eux qui savent le mieux. Le principal voudrait que des molécules chimiques se comportant comme des noyaux ou antinoyaux de condensation soient dispersées dans l'air par le biais du trafic aérien ou des avions ou drones privés et militaires afin de modifier le climat, le maintenir et le contrôler artificiellement. Le plus gros problème serait que les molécules qui sont à l'origine des agents chimiques dispersés soient nocifs comme les métaux lourds et provoqueraient des dégâts considérables à la biomasse tout entière. L'opération d'ingénierie climatique des chemtrails est répartie en plusieurs programmes. Ils peuvent être militaires ou civils. Auquel cas, ils utilisent un réservoir situé au niveau des toilettes des avions. Ces traînées s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel. Évidemment, donc cette dame-là, c'était Claire Sévrac. Donc Claire Sévrac, c'est l'autrice du best-seller La guerre secrète contre les peuples. Voilà, c'est une grande référence hein, pour les chemtrails, Madame Sévrac. Alors, vous avez compris le principe des chemtrails. Hein. Le principe, c'est que les méchants, ils utilisent les avions pour larguer des produits chimiques sur nous. Alors, il y a plusieurs objectifs. Il y a des objectifs d'abord gentils, c'est-à-dire que les objectifs gentils, c'est d'empêcher le réchauffement climatique. Voilà. Et il y a les objectifs méchants, c'est pour réguler la population, pour empoisonner la population, en combinaison avec les vaccins, bien sûr. Donc, voilà, parce que ces gouvernements, les méchants, il faut qu'il y ait quand même des projets de méchants. Bref, la théorie du complot du chemtrail, ça trouve ses origines, en fait, dans les années 90, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Voilà. D'ailleurs, à propos, ça c'est intéressant, à propos de la date, du coup, les gens qui pensent que les chemtrails existent, ils disent qu'avant les années 90, ça n'existait pas. Ils disent souvent, quand ils sont vieux, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu plus vieux, un peu plus âgés, qui croient à ça, ils disent mais dans les années 70-80, il n'y avait pas ça. Ça, c'est un argument qu'on retrouve très souvent. Ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait n'était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant. Et puis aussi la page Chemtrail France, qui nous dit sérieusement, je comprends toujours pas, mais surtout les plus vieux qui se souviennent du ciel d'antan. Ça, c'est le vraiment. Voilà. Avant, c'était pas pareil. Voilà. Alors, ouais. Alors, le truc, c'est qu'avant, c'était pas pareil. Déjà, je sais pas vous, mais moi, il y a 20 ans, je m'intéressais pas tant
Enfin, je ne regardais pas trop en l'air, et je ne me souvenais pas de ce qu'il y avait il y a 20 ans. Après, peut-être qu'ils se construisent en souvenir, tout simplement, qui arrangent leurs croyances actuelles. Mandela Effect, voilà, pour ceux qui comprennent. Petite référence. Oui, en plus, le trafic aérien, il a quand même augmenté en 20 ans, donc c'est pas vraiment étonnant qu'il y ait de plus en plus de traînées. Bon, pour débunker ça matériellement, c'était un peu compliqué, c'était un peu galère, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui datent d'avant 90. Les gens, quand il n'y avait pas les chemtrails, ils passaient pas leur temps à photographier et à filmer le ciel, en vrai. Mais j'ai quand même trouvé des chemtrails qui datent d'il y a assez longtemps. Voilà. Donc des chemtrails de la Seconde Guerre mondiale. Alors à moins qu'ils se soient tous fait abattre, hein, les avions, et qu'ils étaient tous en flammes, ça a l'air d'être des traînées de condensation quand même pour la Voilà, donc expérience secrète des nazis, je ne sais pas. Maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'un chemtrail, quand est-ce que c'est apparu, on va quand même parler de leurs plus gros atouts, la géo-ingénierie. Alors la géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? La géo-ingénierie, c'est donc l'étude de la modification du climat à l'échelle géologique, planétaire. Et en fait, est-ce que cette géo-ingénierie, elle existe vraiment? Et ben, en se penchant un petit peu sur Internet, donc sur ce qu'on peut trouver, on trouve un vrai documentaire professionnel de Arte qui brise l'omerta sur les chemtrails. Voilà, chemtrails, géo-ingénierie, Arte, brise l'omerta. Voilà, alors, donc ça c'est un problème, hein. Du coup ça veut dire que, voilà, il y a des tas de spécialistes qui parlent, il y a des vrais faits historiques, hein, dans tout le documentaire, qui nous expliquent donc la géo-ingénierie. Sur ces images fournies par les... Pardon, excusez. J'ai pas arrêté à temps. Oui, donc c'est un problème. Est-ce que ça existe vraiment la géo-ingénierie? Est-ce qu'il n'y avait pas une entourloupe dans cette histoire de Arte brise l'omerta sur les chemtrails? Est-ce qu'il y a vraiment un rapport en fait entre la géo-ingénierie et les chemtrails? Certes. Mais le problème, c'est que vous voyez, il y a cette espèce de confusionnisme, qui consiste à dire, voilà, la géo-ingénierie, ça existe. Ça, c'est prouvé. C'est un vrai domaine d'étude. Je vous disais un petit peu, je vous embêtais, mais c'est un vrai domaine d'étude, la géo-ingénierie, ça existe vraiment. Voilà, ça pose pas de problème. Par contre, ce qui pose problème, c'est que les chemtrails, ça, on ne sait rien en fait. Et la plupart du temps, si vous faites l'expérience, que vous demandez à quelqu'un qui croit aux chemtrails de vous dire bah, donne-moi des preuves que les chemtrails existent, il vous donnera des preuves que la géo-ingénierie existe. C'est pas la même chose en fait. Pour moi, les chemtrails, ils se trompent sur 2 points en fait. Ils se trompent d'abord en pensant que c'est au point. Déjà, on n'en sait rien. Déjà, est-ce que c'est au point? Elle est quasiment au point mort depuis les années 70, ces recherches. Parce qu'en fait, dans les années 70, il y a eu une convention internationale qui s'appelle NMOD, qui empêchait de faire des expérimentations sur la modification du climat à des fins militaires. Et du coup, tous les budgets ont été coupés, et du coup, la géo-ingénierie, elle est plutôt au point mort. Alors ok, il y a les Chinois et les Saoudiens notamment qui s'intéressent et qui le font très localement, qui font pleuvoir à un endroit en particulier. Vous allez voir ça sur la vidéo qui suit, du coup, tu as réduit un peu le son. Ouais, Chercheurs, l'avion se prépare à envoyer des cristaux de sel dans les nuages afin d'augmenter la condensation et de provoquer une pluie artificielle. Une ressource précieuse dans cet état qui fait partie des 10 pays les plus pauvres en eau au monde. L'ensemencement des nuages en est encore à un stade expérimental. Cette technique est également à l'essai en Chine et aux États-Unis. Très localement, de ces petites zones, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle en injectant des produits chimiques dans les nuages. Mais ça coûte cher, ça ne fonctionne que dans des petites zones. À l'échelle du climat, aujourd'hui, on n'a pas montré la connaissance de techniques convaincante de modification volontaire et contrôlée du climat. C'est un objectif très lointain. Voilà, et donc deuxième erreur, ils pensent que cette technologie elle est non seulement au point, mais qu'en plus elle est mise en œuvre actuellement à travers les chemtrails, comme on l'a dit. Voilà, maintenant on va passer en revue quand même quelques petits arguments très courants des chemtrailistes qu'on va débunker en direct. Juste la petite partie débunkage. Donc tout d'abord, voici un site de réinformation. Voilà, un site alors, qui est partagé par une page Facebook de réinformation aussi,
Voilà, donc lesmoutonrebelles.com qui nous disent qu'il y a des photos. Ah bah là, ça serait la preuve du coup. Alors il y a des photos des barriques de produits chimiques qui sont embarquées à l'intérieur des avions. 1,62 partage, voilà, bon. Ok. Alors là, notre preuve du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ces barriques de produits? C'est pour faire des mouvements dans les avions, pour simuler des déplacements de personnes à l'intérieur des avions. Exactement. En fait, alors comment je me suis pris moi pour savoir ce que c'était? Et bien tout simplement, j'ai fait une recherche sur l'image, voilà, l'image qu'il y avait dans l'article de réinformation là. Je l'ai cherché sur TinEye, j'ai cherché un peu. Je suis tombé sur un forum de débunkage qui s'appelle metabunk.org. Très bon site de débunkage pour le 11 septembre également. Et là, vous voyez que voilà, on retrouve toutes les photos qui sont mises sur les sites complotistes par rapport aux barriques de produits chimiques. En fait, ce sont des lestes, tout simplement des lestes d'eau avec des capteurs qui sont faits pour faire des simulations sur des appareils, des avions qui sont faits pour. Donc on appelle ça des ballasts, ces lestes. Voilà, c'est juste pour faire des simulations. Donc rien d'extraordinaire ici. Bon, tant pis, on va peut-être trouver notre preuve de complot ailleurs. Donc passons à notre argument. Certains nuages sont vraiment très bizarres. Vous trouvez pas, hein, quand même. Voilà, ils sont trop bizarres pour être naturels, quand même. Donc, les chemtrails, ils adorent prendre en photo, filmer le ciel. Ça, je pense que vous le savez si vous regardez un peu les réseaux sociaux. C'est leur passe-temps favori. Hein. Bon, enfin voilà, hein, c'est quand même bien chemtrailé, bien empoisonné, comme toujours. Des voilages chimiques. Voilà, c'est chimique. C'est chimique parce que c'est bizarre. Donc, vous voyez, ils utilisent en fait ce même argument d'intuition et d'évidence que les platistes en fait au fond. Les platistes, c'est ça, je regarde autour de moi, je vois que c'est plat, bon bah, ça veut dire que la Terre est plate. Là c'est un peu pareil, il a les yeux en l'air et il dit putain, je les comprends pas ces nuages. Ouais, c'est bizarre, ça doit être une preuve que les chemtrails ils existent. Voilà. Et c'est vrai que quand on n'est pas spécialiste, il y a quand même certains nuages qui peuvent paraître vraiment bizarres. Regardez là, on a une Samira sur Facebook qui nous partage ces images. Regardez, 100 000 partages, 100 000 partages. Bon, regardez cette image-là en particulier, du coup. Et qui sait ce que c'est? Franchement, c'est bizarre. Qui sait ce que c'est? Oui, toi, je sais ce que tu sais, parce que c'est toi qui m'as expliqué ce que c'était. Quelqu'un d'autre? Non? Un météorologiste dans la... Nuage d'onde orographique, mais c'est écrit. Bravo! Voilà, on a... Voilà, bah, très bien. Tu travailles à Outbuster ou c'est quoi déjà? C'est très... Oui. Et ben, c'est ça. Donc en fait, ce sont des ondes de gravité. En fait, c'est un petit peu le même principe que les vagues sur la surface de l'eau, sauf que c'est en l'air et en 3D. Voilà. C'est en fait une différence de pression atmosphérique dans les couches des nuages. Et quand ça heurte une montagne, par exemple, ça fait une vague. Comme pour l'eau. C'est étonnant et c'est tout à fait explicable. Ensuite, l'autre phénomène que je vais vous montrer. Oui, pardon. J'étais censé dire ce que je viens de vous dire sur ces images. Mais voilà, ça c'est encore des images d'ondes de gravité dans les nuages, c'est joli. Et bien ensuite, voilà. So what is this? Nous demande le chemtrailiste. What is this? Eh ben, this is a chembo. Hein, il nous explique que c'est un chembo. Un mix entre chemtrails et rainbow. Oui, ils sont très forts pour trouver des noms. Donc ça, c'est quand même vraiment bizarre. Hein, entre nous. Et du coup, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Alors, oui. Il y a des cristaux de glace. C'est ça, voilà, c'est des reflets dans les cristaux de glace, c'est un peu le même principe que... Alors, regardez. Oui. Je suis allé chercher sur Wikipédia pour faire plaisir à mon ami Wikipédia. Et on appelle ça une pareilie, en fait. Donc le soleil, il n'est pas vraiment là, il est un peu ailleurs, mais il y a un effet de reflet qui fait que ça traverse les gouttelettes de condensation, les cristaux de condensation, et ça divise le spectre lumineux. Donc on voit les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel dans la traînée de condensation. Mais c'est assez rare comme phénomène. Oui. Alors, en fait, pour info, je parle des pareilliers à l'IVL, voilà, parce qu'en fait, une fois qu'on a l'habitude qu'on connaît ce phénomène, on en voit tout le temps. C'est-à-dire en hiver à Lyon, vous
il faut qu'il y ait des cristaux de glace dans la très haute altitude. En hiver à Lyon, moi j'en vois une par semaine des pareils, sans problème, avec le double, avec l'effet de halo, avec tout, sans problème. D'accord. Mais c'est juste une histoire de. C'est un autre effet, quoi. C'est une fois qu'on connaît le truc, on le voit, quoi. Mais, ok, donc il y a un biais de confirmation énorme pour les gens qui découvrent ça sous ce monde. Bah, du coup, c'est voilà. Donc c'est pas des chemtrails, c'est des pareils. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme preuve de nos chemtrails, nous? Ah ouais, je vais vous montrer quelque chose quand même. Là, on est plus dans la condensation. En gros, ça sort pas des réacteurs, ça sort de ce petit machin qu'il a. Donc ça vient de l'intérieur de l'aile des avions. Donc là, c'est très suspect quand même. Là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est très bien. On appelle ça du fuel dumping. Donc c'est une procédure un peu d'urgence, hein, parce qu'elle n'est pas effectuée tout le temps. C'est quand on n'est pas sûr d'avoir le bon poids pour pouvoir atterrir, on va larguer du carburant. Ça s'appelle du fuel dumping. Alors c'est vrai que c'est un peu polluant quand même, c'est un peu jeter du kérosène dans l'atmosphère, mais c'est pas des chemtrails au sens premier du terme. Bon, c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus de chemtrails, puisque là il largue quand même un produit chimique dans l'atmosphère. Mais c'est pas tout le temps. Voilà, c'est une procédure assez rare. Voilà, alors maintenant on va parler des chemwebs. Les chemwebs, c'est les filaments qui tomberaient du ciel après les épandage chimiques. Voilà, alors il y a des gens qui nous montrent ce que c'est qu'un chemweb. Donc ça serait des preuves hein, qu'il y a des trucs... On voit des filaments avec des spécimens assez importants d'ailleurs, qui tombent depuis ce matin. Donc hier 19 février, aujourd'hui 20 février 2014, c'est encore pire. Voilà, un fil de chemtrails. Alors, est-ce que ça nous prouve que les chemtrails existent? Oui. D'accord. Alors, est-ce que ça nous prouve que les chemtrails existent hein? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que c'est ces films? Quelqu'un a une idée? Ouais, c'est bien. Et effectivement, ce sont des toiles d'araignée. Et oui, tout simplement. Alors, les gens sont même allés jusqu'à saisir la CRIRAD, quand même, vous savez, qui s'occupe des trucs atomiques, pour tester la radioactivité de ces choses. Pour vous dire à quel point les gens confondent tout et n'importe quoi quand ils ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a ça, et puis au passage, pour la petite histoire, pour les adeptes de la secte de Raël, ça s'appelle pas des chemwebs, ça s'appelle des cheveux d'ange. Et en fait, c'est le signe que l'atmosphère a été bouleversée par le départ d'un ovni. Et aussi que c'est l'apparition des petits anges et de la Vierge Marie. Mais alors, Jali, qu'est-ce que c'est ces chemwebs? Bon, on va voir ça tout de suite, même si on a déjà réagi. Les jeunes araignées ne restent pas longtemps chez leur mère. Pour abandonner le domicile familial, elles produisent alors un ou plusieurs fils de soie qu'elles laissent pendre. En été ou au début de l'automne, les courants d'air chaud qui s'élèvent entraînent le fil et l'animal qui tombe. Les araignées sont alors dispersées dans la nature. Ces toiles spéciales font office de voile. Il suffit d'un souffle d'air pour les emporter. C'est parti. Le vent a très bien pu porter les araignées sur des centaines de kilomètres, depuis le golfe du Mexique jusqu'au Texas. Quand même. Bon, voilà, je crois que c'est clair, parce que le sujet, bon. Inutile de vous parler, je pense, de la rumeur. Vous connaissez tous Défécateur? Bon. Donc, est-ce que vous connaissez tous la rumeur qui veut que la neige de cet hiver, c'était pas de la vraie neige? C'était du plastique, c'était du PVC, c'était des produits chimiques parce qu'elle crame quand on la fait brûler avec un briquet. Regardez. La neige noircie. Voilà. Comme m'avait dit un gars hier dans les commentaires. Attends, là c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais... Elles font pas. Ça pue le PVC. Et ça pue le PVC, comme ils nous disent, monsieur. Bon. Alors les chaînes YouTube Défécateur et Prométhium, comme je le disais, ils ont déjà débloqué ça. Hein. Ils ont dit que c'était tout simplement un dépôt de carbone qui se déposait à la surface de la glace. Parce qu'il y a une combustion incomplète avec la flamme du briquet.
Donc c'est tout simplement de la chimie. Ça n'a rien de magique, c'est pas du plastique. Oui, c'est chimique, bon, d'accord, mais il n'y a rien de chimique au sens chemtrailien du terme. Voilà. Vous voyez ici, c'est encore assez contre-intuitif quand même la science. On a l'impression, on attend quelque chose d'autre, on se dit tiens, mais normalement ça devrait faire autre chose, ça devrait se passer autrement. La science est très contre-intuitive pour beaucoup de gens, et même pour nous parfois, pour n'importe qui en fait. Donc c'est intéressant de voir ça. Voilà. En fait, au fond, c'était juste normal, mais c'est juste qu'il n'en sait rien. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc je disais qu'il y aura encore plein de choses à débunker. Il y a tellement de choses à voir, je ne peux pas faire tout ça en aussi peu de temps. Donc je vais simplement vous montrer que des fois, cette théorie-là, elle est mêlée avec d'autres théories, non plus. Le public était correctement informé, il comprendrait que les chemtrails et les réchauffements climatiques sont le symptôme de quelque chose de très grave. Cette chose, c'est la planète X et la catastrophe cyclique qui impacte la Terre tous les 4320 ans. Et évidemment, donc en fait, le chemtrail, ce n'est que le signe annonciateur, bien sûr, de la fin du monde. Avec la planète Nine, la planète Nibiru. Pour finir, donc oui, les chemtrails, ça me semble, à mon point de vue, très fantaisiste. Voilà. Après, voilà, ça n'a pas l'air de reposer sur grand-chose quand on se penche en détail sur chacun des éléments les plus couramment utilisés. Voilà. Mais attention, parce que la géoingénierie, elle existe bel et bien. Donc il faut rester vigilant, hein, ça ne serait pas étonnant que d'ici une dizaine d'années, nos chers dirigeants, ils se disent tiens, en fait, pourquoi on ne continuerait pas à polluer autant qu'on peut, mais à refroidir artificiellement finalement le climat. Économiquement, c'est quand même plus avantageux. Donc voilà, avec des conséquences qu'on ignore complètement, hein, parce que on n'a pas encore fait de... Oui, elle existe, mais on sait... On y a recours malgré nous, en réchauffant l'atmosphère. C'est de la géo-ingénierie. Certes, mais je vais parler de géo-ingénierie réparatrice, on va dire. Donc ça, effectivement, ça pourrait bien exister. Donc regardez les reportages d'Arte, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Le vrai nom de ce reportage, c'est Les apprentis sorciers, je crois, du climat. Les apprentis sorciers du climat. Donc ça, c'est intéressant, c'est un reportage très intéressant si vous voulez connaître quand même la géo-ingénierie qui, elle, existe. Et vous savez quoi, je crois que ce qui m'énerve le plus quand même dans cette histoire, c'est que pendant qu'il y a des gens qui se concentrent sur des trucs qui n'existent pas, il y a des vrais chemtrails qui détruisent notre nature. Et s'ils veulent se battre, moi je les invite plutôt à se battre contre ça. Ah, quel faire. Ça, c'est des chemtrails. Et voilà. Entre chaque mini-conférence, on va faire une petite pause de 5 minutes, le temps qu'on fasse la transition, que vous puissiez, je sais pas, aller faire une pause pipi, fumer une clope, boire un coup, voilà, acheter un petit coup à boire. En plus, ce sera une manière aussi de soutenir cette soirée. Donc voilà, 5 petites minutes entre chaque mini-conférence. Éventuellement, vous pouvez même les post-it aussi, encore. Il y a aussi des brochures, que j'avais oublié d'en parler, il y a aussi des brochures. Puisque j'ai oublié de faire la présentation de manière correcte, je vais la faire encore. Il y a un collectif en fait qui fait des brochures. D'habitude c'est plus politique, mais ils en ont deux qui sont plus sur les sujets qui nous intéressent. Le conspirationnisme, danger et impact d'une critique sociale et 25 moisissures argumentatives. Donc à la base c'était le texte, vous savez, du Cortex 18 ou 17, je sais plus, moisissures argumentatives. Et nous, avec Noé, on l'a refait pour les élections politiques, on en a rajouté quelques-unes. Donc si vous êtes intéressé par ces brochures, elles se trouvent à côté des post-it. Il y a un petit carton à côté si vous voulez mettre un prix libre. Voilà, c'est toujours sympa parce que ça nous aide juste à payer l'impression en fait. On ne gagne pas d'argent avec, hein, c'est juste pour payer l'impression des trucs. Donc voilà, mettez quelques euros. Comme ça. Et puis emportez la brochure qui vous intéresse. Et ben voilà, 5 minutes de pause. Bonjour à tous, merci d'être là, à cette soirée-là. Donc je me présente un chouïa, je suis donc Yokoi, je suis contributeur au Wiktionnaire surtout, mais aussi à Wikipédia.
Je vais surtout parler de Wikipédia ce soir. J'ai une petite chaîne YouTube où je parle donc de wiki et de mots, parce que j'aime bien les mots, la langue française. Et puis du coup, je vais faire une super présentation sur la neutralité sur Wikipédia avec des chats super mignons. Et puis après, ici, une petite mascotte qui s'appelle Wikipétan, qui est une mascotte qui est complètement oubliée de Wikipédia, parce que ça fait plus de 2005 ou 2008 qu'on ne l'utilise plus. Mais en fait, il y a plein de dessins libres, donc je l'ai récupéré. Et puis, alors, je vais vous expliquer que la neutralité de Wikipédia, c'est à peu près l'équivalent de 3 bananes. Voilà. Alors, donc le contexte, voilà, donc c'est le résumé d'une conférence de 2 heures à peu près, qui se retrouve sur TonTube. Voilà, donc vous cherchez quelle neutralité pour Wikipédia. Alors, c'est une sorte de propos post-liminaire que je vais faire à partir d'un noyau sur une question générale. Est-ce que Wikipédia est neutre comme elle l'affirme? Donc, c'est une question qui est extrêmement importante pour beaucoup de gens, parce que est-ce qu'on peut lire ce qu'on croit? Est-ce qu'on peut croire ce qu'on lit? L'important étant qu'au final, est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Ça, c'est vraiment le noyau, je dirais, de ce questionnement philologique et philosophique. Alors, je vais vous répondre à cette question tout de suite maintenant. Voilà. Alors normalement il y a un bruit d'explosion, mais apparemment le bruit Windows n'est pas en marche. Donc je voudrais pas dire, mais la neutralité sur Wikipédia c'est une utopie. C'est une pure utopie. Donc ça conclut pas mal les 2 heures de vidéo, et donc je vous remercie pour ce soir. Donc si vous avez des questions dans 5 minutes. Évidemment je rigole. La neutralité sur Wikipédia, c'est une des 5 règles fondamentales du projet. Donc il y a 5 règles fondamentales. Aujourd'hui, ce soir, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous parler seulement de celle-là. Donc la règle, je l'ai mise en entier. Je vais juste vous parler des trucs qui sont en vert foncé, parce que sinon je ne vais pas vous dire le truc, vous savez lire. Mais le titre, c'est Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. C'est-à-dire que Wikipédia n'est pas neutre, elle ne l'affirme pas. Elle n'a jamais affirmé qu'elle était neutre. Elle recherche la neutralité de point de vue. C'est déjà quelque chose de différent. Ça veut dire que la neutralité de point de vue est un objectif, donc une utopie, mais ne sera jamais atteint, évidemment. Ça veut dire que les articles ne doivent pas promouvoir de point de vue en particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire un tel a tort, un tel a raison, c'est mon point de vue, c'est moi qui l'écris, voilà. Il n'y a pas de promotion de point de vue. On est là pour mettre les différents points de vue, les uns en face des autres, et ceci en fonction de leur importance. Qui c'est qui m'avance mes diapos là? Je crois qu'on va pas y arriver. Donc ceci avec l'importance respective du point de vue dans le champ des savoirs. L'importance respective dans le champ des savoirs, c'est très important. C'est-à-dire que quand on va parler de la forme de la planète Terre, par exemple, on va avoir 7 personnes qui vont dire qu'elle est plate et 2 millions qui vont publier en disant qu'elle a une autre forme. Donc, par exemple, il y en a 90 qui disent qu'elle est sphérique, il y en a 9%, 90% qu'elle est sphérique, il y en a 9% qui vont dire que c'est un géolithe parce qu'ils sont géologues. Et puis il y a 1% en fait, un pouillème de pouillème qui n'ont jamais vu plus loin que le bout de leur jardin, donc elle est plate. Et donc ça c'est l'importance respective. C'est une idée évidemment dans les articles, on parle de 500 pages sur la sphéricité et puis une phrase à la fin pour dire et il y a des gens qui croient qu'elle est plate. Et puis ce qui est important, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est dans le champ des savoirs. C'est-à-dire que Wikipédia se positionne dans le champ des savoirs et pas dans le champ des croyances. Donc le champ des savoirs, il y a une méthodologie, il y a des publications, il y a tout un système de vérification d'informations qui est mis en place. Donc c'est le champ des savoirs. Si je crois que, ça n'a rien à faire sur Wikipédia. La neutralité, c'est aussi fournir le contexte. Fournir le contexte, c'est très important. C'est une idée, une affirmation, un résultat scientifique n'émane pas de nulle part. Il est dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il a été trouvé par telle équipe, avec telle méthodologie, en telle année. Donc ça, c'est très important de fournir le contexte, de savoir d'où émane l'information. Enfin, aucun point de vue n'est représenté comme étant la vérité ou le meilleur point de vue. La recherche scientifique évolue constamment.
Aujourd'hui, les équations de Dirac fonctionnent pour expliquer à peu près la physique quantique, mais peut-être que dans 50 ans, ça sera totalement faux. Il n'y a pas de point de vue qui est meilleur. C'est aujourd'hui, on présente les différents points de vue qui existent. Et ces conditions, ça permet la vérification des informations en citant ces sources. Donc c'est ce qu'on va voir après. La vérification des informations, c'est extrêmement important parce qu'on peut affirmer ce qu'on veut, que ça soit vrai ou faux. Sur Wikipédia, à partir du moment où personne ne peut vérifier l'info, il est totalement en droit de supprimer la phrase. Alors, je vous ai dit que c'est 3 bananes. Alors j'ai mon livre qui est un peu monté, bon c'est pas grave. Donc il y a 3 règles pour l'esprit critique sur la neutralité sur Wikipédia. La première banane, c'est l'article dispose de sources de qualité. Donc il ne vient pas de nulle part. Il a des sources, certes, mais qui sont de qualité. On va fouiller ça un peu après. La deuxième banane, c'est l'article à son contenu relié à chaque source utilisée. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre un article de qualité, c'est bien beau de mettre des sources en bas, mais si on ne sait pas quelle information vient d'où, ça n'a pas de sens. Et le dernier, c'est l'article présente l'information neutrement. Je pense que mes images ont fait un peu... voilà. Donc, présente l'information neutrement, parce qu'on peut très bien citer une source de qualité et écrire l'information qu'elle dit de manière totalement dégueulasse. Donc le but, c'est aussi d'avoir un style particulier. On va revenir sur la première banane, voilà, qui a complètement bouffé le titre. Donc les sources de qualité. Donc voici différents critères de jugement qui permettent de juger une source sur Wikipédia. Sachant que, première chose, tous les critères n'ont pas l'obligation d'être bons, d'être valides pour que la source soit de qualité. Hein, des sources qui ne fonctionnent pas sur tous les critères. Ensuite, ce n'est qu'une liste qui n'est pas exhaustive. Vous trouverez sur Wikipédia des pages bien plus complètes sur, ça s'appelle Citer vos sources, qui explique tous les critères pour comment utiliser une source de qualité, présenter vos sources, tout ça. Donc, la diffusion de la source, c'est qui la diffuse, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'il y a une grande diffusion, ou est-ce que c'est une diffusion qui est très petite, ça peut donner voilà, une idée de la qualité de la source. Mais c'est jamais suffisant. La spécialité de l'auteur, par exemple, est-ce que la source est de spécialiste, émane de spécialiste, ou alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais été reconnu dans le milieu, ou qui démarre comme ça, voilà. Mais c'est pas suffisant. L'engagement sur la neutralité, est-ce que la source dit nous allons présenter les différents points de vue sur ce sujet-là de manière neutre, ou alors qu'elle dit j'engage tel point de vue parce que, voilà. Quel est son engagement sur la neutralité? Ça ne veut pas dire que la source est obligée d'être totalement neutre, mais voilà, quel est son engagement? Ça nous permet de nous donner une idée. L'identité et la réputation de l'auteur ou l'autrice, par exemple, aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut voir à peu près. Bon, celui-là est complètement inconnu, il a fait un truc complètement ridicule, on va peut-être pas le mettre en source de qualité. Le professionnalisme de la structure de la source. Si vous avez un billet de blog infâme, tout carré justifié au fin fond d'internet, sans chapitration, sans structuration de l'information, avec la conclusion avant l'introduction, enfin bref, là bon, vous n'êtes pas obligé de la garder comme source. L'évaluation des sources par les tiers. Donc c'est pas forcément la revue par les pairs scientifiques, mais ça peut être aussi des articles de journaux qui disent ce livre pour expliquer tel truc est vraiment cool, ou c'est des scientifiques qui ont fait des revues bibliographiques et tout ça. Donc ça c'est intéressant. Les liens avec d'autres sources quant à l'information diffusée. Donc là on est sur est-ce que cette source cite d'autres sources, est-ce que d'autres sources citent cette source. Quelle est sa place dans la maille du savoir du domaine? La date, non, parce que s'il y a 200 ans pour parler des chemtrails, c'est pas très... voilà. Donc la forme aussi, est-ce que c'est une brochure un peu bizarre qui a été émise comme ça, ou est-ce que alors c'est un vrai livre qui a subi une publication avec un service éditorial et tout ça? Donc c'est quelques critères de lecture, voilà, que je vous donne pour comment sélectionner une source. Et puis comme je vous dis, par exemple, une source ancienne peut être tout à fait intéressante si sans répondre à tous les critères. Ça peut être un anonyme qui l'a écrit, et puis finalement on s'aperçoit après analyse que c'est quelque chose de pertinent. Donc voilà, il faut comprendre la source dans sa globalité avec différents critères. La deuxième banane, c'est des sources reliées au contenu. Donc là je vais vous donner un petit tips pour bien lire les sources sur Wikipédia. Sur un article que j'ai fait, qui a 3 lignes. 1, 2, 3. Donc, Domina Percipia.
est un des membres fondateurs de la famille des Mévouillons, donc on parle du sud de la France, dans les Baronnies, et son existence n'est pas formellement attestée par l'histoire, est actuellement considérée comme légendaire. Il y a un petit 1 qui est relié en bas avec Les Baronnies au Moyen-Âge, édition des Arbres de Lumière, 1997. Donc les deux premières lignes sont citées avec une source, donc on sait d'où elle sort. La deuxième, le village du poète en Percipe a adopté son suffixe en Percipe en son honneur parce qu'il aurait vécu. Il y a deux sources, c'est marqué là. Si ça n'existe pas dans les articles Wikipédia, donc si votre information qui est citée dans l'article, ça peut être un paragraphe, hein, c'est pas obligé d'être à chaque phrase, mais ça peut être un paragraphe entier de 4-5 lignes avec 2-3 sources à la fin, s'il n'y a rien du tout sur le paragraphe au moins, vous pouvez être en droit, et même vous devez douter de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire que l'information n'est pas reliée à sa source. Elle est mal vérifiable. Troisième banane, une information neutrement présentée. Et là on arrive sur le fait que ma diapo est totalement bouffée. Donc je connais la suite, donc en fait il reste une phrase, donc je vous expliquerai. Il y a des règles d'écriture sur Wikipédia. On n'écrit pas un roman, une fantaisie. Sur Wikipédia, on écrit une encyclopédie. Une encyclopédie descriptive, qui n'est pas normative. On est là pour décrire les choses, on ne va pas prendre position, on est neutre. Donc la première chose, c'est qu'on est neutre, c'est-à-dire qu'on permet de comprendre le sujet sans juger. On ne juge pas sur les articles Wikipédia. On ne va pas dire finalement tel choix politique est mauvais, tel choix militaire est aussi, sauf si on cite une source en disant telle personne indique que tel choix militaire est mauvais. Voilà. On est impersonnel, donc on privilégie des informations qui sont factuelles. Factuel, c'est on ne va pas s'étendre 3 heures sur la naissance d'un auteur en disant ouais, c'est extraordinaire, machin. Non, non. Il est né à telle heure, dans telle ville, point. Clair, donc on va éviter le jargon et les allusions aussi. Ça n'a pas lieu d'être sur Wikipédia. Je parle de jargon, je ne parle pas de termes techniques précis, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des termes techniques précis. À ce moment-là, si les termes techniques sont difficilement compréhensibles par les gens, on va les lier avec leur notion dans Wikipédia, donc on fait des liens vers les articles, ou alors on fait des liens vers le mot dans le dictionnaire, par exemple, qui est un dictionnaire, et qui va décrire ce terme. Compréhensible, donc on va éviter des termes qui sont trop avec des machins. Sophistiqués. Voilà, merci. Et puis enfin, c'est surtout dépassionné. C'est-à-dire que Wikipédia, on a une rédaction qui est dépassionnée. On ne va pas faire d'écrit hagiographique. Par exemple, ça c'est un exemple assez simple à vérifier. Vous allez sur un article d'un saint catholique, et ben, des fois, vous tombez sur Saint Méthode a sauvé la moitié de la ville en faisant ça, et le Dieu alors lui aurait donné. Bon, bref. Et du coup, ça c'est totalement hagiographique, passionné, et c'est absolument pas le style conventionnel de Wikipédia. Donc si jamais vous tombez là-dessus, c'est-à-dire que l'article a été écrit par un catho, qu'il est à fond dedans, et qu'il n'est pas très neutre. Donc vous êtes en droit de le réécrire. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais pour ça solliciter l'aide d'un certain Gru, que vous connaissez peut-être, de Moi Moche et Méchant. Donc on va résumer un peu tout ça, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on va trouver des sources de qualité. Première étape. Une fois qu'on a des sources de qualité, sur n'importe quel sujet, hein, une fois qu'on a des sources de qualité, on va prendre des infos, on va les relier aux différentes sources dans l'article. Ensuite, on va écrire tout ça avec un style d'écriture impersonnel. Et puis ça va donner quelque chose de particulièrement intéressant. Mince. Bon. En fait, ça marche. Ça marche. C'est un peu particulier, mais ça marche. En fait, il y a réellement un article sur l'orientation du papier toilette. Vous pourrez aller le voir. Il est génial. Et il est génial parce qu'il a des sources de qualité, ses sources sont reliées avec l'information, et il est écrit dans un style impersonnel. Et on peut voir qu'il y a 2 orientations. Alors cet article est cool parce qu'ils sont allés fouiller le brevet originel qui indique le sens. Il y a un sens dans le brevet de 1891 du rouleau papier toilette. Et en fait, il y a toute une analyse sociologique là-dessus. Alors l'article en français, il a à peu près 18 références, c'est un livre en bibliographie. L'article anglophone,
Il y a 138 sources et 17 livres. Vraiment, hein, allez-y, c'est quelque chose de super important dans la société. C'est alors comment on va orienter le papier toilette selon la norme? En fait, tu fais comme tu veux. Ouais, je fais dans ce sens-là parce que j'ai 2 chats et que systématiquement ils le déroulent. On va résumer. Donc, le contenu de Wikipédia dépend de ses sources. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes sur un sujet qui est un peu limite, un article, et que vous n'avez aucune source qui est centrée sur le sujet, qui est un peu neutre, qui a une méthodologie qui est à peu près claire, ce sujet, il n'a pas forcément raison d'être sur Wikipédia. C'est-à-dire que les gens qui ont réfléchi dessus, ils n'ont pas réfléchi dessus vraiment. Ils n'ont pas posé quelque chose, un esprit critique, ils n'ont pas posé de recul là-dessus. Et c'est pourquoi des fois, il y a des sujets qui manquent sur Wikipédia, parce que des fois, il y a des sources utilisables qui manquent, en fait. Les sources qui sont trop orientées ne sont pas utilisées sur Wikipédia. Quelqu'un qui peut faire un livre déclaratif, militant sur quelque chose, ça ne sera pas utilisé sur Wikipédia. Parce que cette source, elle prend parti, et ce qu'elle va dire, c'est des fois très limite, si elle n'applique pas une méthodologie, si elle n'est pas dépassionnée et tout ça. Donc, des sources. La neutralité de Wikipédia dépend aussi de la qualité d'écriture de ses contributeurs. Il y a 17 700 contributeurs sur Wikipédia, ça fait beaucoup, mais au final, c'est pas tant que ça. Parce que par exemple, ça c'est 17 700 pour les francophones, on est 250 millions de francophones sur Terre. Donc il n'y en a pas beaucoup qui écrivent les articles de Wikipédia. Et ce sont tous des êtres humains. Il y a des robots qui passent sur Wikipédia pour enlever des fioritures, des machins, mais les robots n'écrivent pas les articles. Et on est tous faillibles, on fait tous une erreur, ça peut être une erreur d'orthographe, mais on peut avoir un point de vue qu'on met dans l'article, même après avoir écrit 200 articles sur le sujet, on peut se tromper, voilà. Donc les articles sont jamais justes s'ils sont écrits par une personne au moins. Donc la neutralité de Wikipédia, ça dépend des contributeurs, mais ça dépend aussi de la compréhension qu'ont ces contributeurs des conventions. Les pages de convention, il y en a plusieurs, certains sont très débutants. Donc quand ils vont écrire un article, il ne va pas forcément être neutre, parce que ce sont des débutants, c'est évident, tout le monde commence comme ça. Sauf que ce qui fait la force, c'est le fait qu'on soit plusieurs. Donc les articles vont être relus par des lecteurs qui vont dire attention, cette phrase elle est bizarre, il te manque telle source importante, des trucs comme ça. Donc au fur et à mesure de la lecture par les gens, de la correction, du fait qu'il y ait d'autres contributeurs qui vont passer derrière, et ces articles vont s'améliorer. Alors du coup, la neutralité de Wikipédia s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc il y a de plus en plus d'articles de qualité qui sont labellisés sur Wikipédia. Vous avez 2 types de labels. L'étoile argentée, ce qu'on appelle des bons articles, donc, dont on a utilisé à peu près 90% des sources, et dont on a fait à peu près le tour du sujet. Vous le lisez, vous avez à peu près compris le sujet. Et les étoiles dorées, qu'on appelle des articles de qualité, où 99,9% des sources sont censées être utilisées, mais surtout, tout a quasiment été dit, presque tout, à part peut-être une anecdote, un fait supplémentaire, mais c'est pas grand-chose. Je prends un exemple. Il y a l'article de qualité le plus petit sur Wikipédia, c'est un menhir. Il y a 4 paragraphes. Mais tous les articles scientifiques, toutes les publications qui existent sur ce menhir, c'est-à-dire pas grand-chose, ont été utilisées. 100%. Tout ce qu'on sait sur l'article, sur ce menhir-là, est sur Wikipédia. Et je vais donc conclure, parce que c'était assez court au final. On va surtout en discuter parce que c'est quelque chose de très très vaste. Je vais donc conclure, voilà, merci Grou, merci les Wikisisters, et merci à vous d'avoir assisté à ça. Donc je pense qu'on peut peut-être faire une ou deux questions avant de passer, sauf si on passe à la suite. Bon, je peux prendre une ou deux questions sur ça. Il me semble que sur Wikipédia, sur les corrections d'articles, il y a des débats qui sont engagés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe, ça, et quelles sont les modalités de débat? Tout à fait. Est-ce que je vais pouvoir la récupérer sur mon article là? Oui, tout à fait, ça marche. Alors, sur Wikipédia, les articles, il y a plusieurs onglets. Donc là, il y en a beaucoup qui sont cachés parce que j'ai fait un écran petit, mais vous pouvez voir à côté, en haut de l'onglet article, l'onglet discussion. Chaque article a un espace de discussion. Il y a un espace de discussion général qui s'appelle le bistrot, mais chaque article a un espace de discussion où les discussions vont être sur le contenu de l'article. Donc vous pouvez lire dans l'onglet discussion les différents échanges qu'ont eu les contributeurs sur le contenu de l'article. Est-ce qu'on met ça? Comment on le met? Comment on l'écrit? Pour des articles qui sont très, comment dire, controversés,
je prends l'exemple de la guerre israélo-palestinienne par exemple, l'espace de discussion est immense. Parce que les gens ont des débats très précis pour éviter d'affirmer des choses, d'avoir un point de vue en fait, de vraiment de mettre les choses très neutrement. Et l'article est plutôt de qualité d'ailleurs, il est très rempli, et vous pouvez lire ces discussions pour savoir comment on a construit ce savoir-là en fait. Donc ça c'est vraiment le truc le plus important. L'espace de discussion, c'est là où il y a quelqu'un qui va poser une question sur l'article. C'est bizarre cette phrase, elle n'est pas très neutre, d'où est-ce qu'elle sort, est-ce que vous êtes sûr que machin affirme, la source elle ne le dit pas, voilà. Donc il y a sur Wikipédia ces articles-là. En tant que lecteur, vous pouvez tout à fait y aller, vous n'avez pas besoin de compte, vous pouvez aller sur l'onglet discussion, le créer si c'est rouge, et là-dedans mettre, je suis désolé, mais l'article est mauvais, mais vous passez à côté de la source majeure qui émane de tel historien, voilà. Si c'est des sujets que vous maîtrisez, vous pouvez tout à fait le dire dans l'onglet discussion sans modifier l'article si vous ne vous sentez pas de modifier l'article. Donc voilà, la démarche elle est là. Une des règles de Wikipédia, la 4e règle, c'est que Wikipédia est conçu par une communauté de personnes et cette 4e règle de Wikipédia donne des règles d'échange. Donc pas d'insultes, les propos, voilà. Donc on peut bloquer des gens s'ils ont des propos qui vont trop loin. Et donc l'ambiance sur Wikipédia, c'est plutôt une bonne ambiance de discussion. C'est une ambiance de taf, entre guillemets. Les gens qui contribuent sont tous bénévoles et volontaires, mais on est là pour construire un savoir ensemble. Et on essaie de le faire de manière un peu sérieuse, avec une méthodologie et tout ça. Alors évidemment, on y passe du temps aussi, mais voilà. Mais du coup, pour compléter un peu ma question, est-ce que ces discussions sont simplement informatives ou est-ce qu'elles ont une fonction délibérative? Alors, est-ce que les discussions sont informatives ou délibératives? Il n'y a pas de délibération. Si, il y en a sur l'article pour le contenu de l'article. Il y a des votes. Il y a des délibérations plus générales sur les différentes conventions qui vont régler le projet dans l'espace bistrot et dans les différents espaces de discussion généraux. Après, elles sont aussi informatives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'informer comment tu as fait ça sur l'article, pourquoi tu l'as fait, tout ça, et finalement corriger leur... Quand il y a quelqu'un qui met une phrase et l'autre derrière dit « non, mais c'est faux », du coup ils vont l'enlever, et puis plutôt que se battre et de la remettre, l'enlever, la remettre, ce qu'on appelle un conflit d'édition, l'idée c'est d'aller directement dans l'espace de discussion, de dire moi j'ai telle source qui affirme ça, moi j'ai telle autre source qui dit ça, et du coup on fait un consensus sur le point de vue général, sur comment on met les sources en rapport, et c'est une délibération au sein de l'article qui peut être faite avec uniquement 2 contributeurs. Il y a des articles où il n'y a personne qui s'intéresse, il y a une personne qui a fait l'article, et puis il n'y a personne d'autre qui est passé derrière, puis il y en a où ça intéresse 500 personnes, et à ce moment-là il y a une grande délibération avec vote et tout ça. Donc Wikipédia, c'est ce genre d'outil-là. C'est la majorité absolue Il me semble que c'est la majorité absolue. Ça dépend des cas. Ouais, ça dépend des cas. Oui. Est-ce que les sources doivent être dans la langue de l'article? Alors non, les sources ne sont pas obligées d'être dans la langue de l'article. Vraiment pas. C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes au tout début où on a dit on va exiger ça, puis finalement ça ne s'est pas resté. Mais vraiment au tout début, parce que justement les différents points de vue sont intéressants. Je prends l'exemple de la langue française, de la façon dont les Allemands décrivent la langue française, les Anglais décrivent la langue française, les Brésiliens décrivent la langue française, n'est pas la même chose que nous. Et du coup, ces différents points de vue, ils ont tous un impact, puisque les Brésiliens, les Allemands et les Anglais font aussi des publications scientifiques sur la langue française, avec un point de vue différent. Et du coup, une seconde partie de ma question, ce serait pourquoi on ne se contente pas de faire des traductions quand il y a de nombreuses pages où finalement l'article en langue anglaise est beaucoup plus complexe que l'article en langue française. Pourquoi est-ce qu'on se contente pas de ça? Pourquoi on ne se contente pas de faire des traductions d'article en article? Ben, on fait. Déjà, on le fait. Il y a pas mal d'articles, notamment l'orientation de papier toilette, c'est en partie une traduction d'articles anglais. C'est marqué en bas dans les sources. Vous avez plein d'articles, vous pouvez partir de la traduction anglophone. Après, il y a des sujets qui touchent notre communauté francophone, donc c'est pas seulement la France, hein, c'est Québec et tout ça, ou l'Afrique, qui n'ont jamais été créés dans la version anglophone. Alors, je vais aller un peu plus loin. On a estimé le nombre d'articles dans Wikipédia en février 2015. Les différentes Wikipédias, en fait, il n'y a que 30%, si on met toutes les Wikipédias, c'est-à-dire 300 langues, il n'y a que 30% des articles qui existent dans au moins 2 Wikipédias. Donc il y a 70% des articles qui n'existent que dans une seule version linguistique. Et c'est pas forcément l'anglophone, hein. On parle de 38 millions d'articles pour 5 millions dans l'anglophone. Donc il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas décrites dans la version anglophone, et donc 70% de ces 38 millions, c'est des articles qui existent uniquement dans une version.
On a estimé en projection entre 100 et 200 millions d'articles par version linguistique, de notions, de choses à décrire dans Wikipédia. C'est immense. Donc oui, il faut faire des traductions, bien sûr. S'il existe, si l'article dans une autre langue existe, que vous la maîtrisez, que vous êtes capable de faire la traduction, faites, partez de là. Par contre, s'il n'existe pas, démarrez. Parce qu'il y a plein de raisons pour que l'article n'existe pas. En France, il y a un article pour chaque village de France. Je ne suis pas sûr que la Wikipédia en arabe décrit chaque village de France, par exemple. C'est pas une réalité qui est encore très importante pour eux. L'anglophone, ils les ont importés, donc ils les ont mis. Mais voilà, donc en fonction, idéalement, il y en aurait de chaque village de France, donc c'est 36 000 communes à peu près, dans toutes les Wikipédias, dans toutes les langues. Ça fait beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Arrêtez les questions. Oui. Ouais. Du coup, si vous avez d'autres questions, je vous invite juste à venir nous parler en fait directement après les mini-confs. On aura du temps. Voilà. Merci. Merci à vous. Et plein d'autres questions. Bon, alors, Starflat. Alors, quelques diapos, je ne sais pas comment on va faire comme ça. Je vais vous expliquer en 2 minutes. J'ai un quart d'heure pour parler, c'est strictement impossible. Quand on me donne un micro, je prends la parole pour 1h30. Je suis désolé, c'est comme ça. Je vais essayer de faire des conférences. Donc, je veux bien m'interrompre pour qu'on aille voir un coup. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à la Terre plate? Je vais vous expliquer ça très rapidement. Il se trouve que je travaille, comme je fais des recherches historiques, je vais y arriver, sur la vie dans les montagnes des Alpes du Sud au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment pendant les guerres de Louis XIV. Et je m'amuse, j'espère que j'ai bien mis la bonne diapo, je m'amuse à chercher dans des archives, non c'est pas ça, dans des archives très particulières, les archives des communautés de montagne, les habitants des montagnes voilà, étaient très prolixes en archives, et je m'amuse à éplucher les comptabilités des communautés de montagne. C'est des sources d'archives que personne ne connaît, pour comprendre ce qu'ils ont vécu pendant les guerres de Louis XIV à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Or, il s'avère que dans les archives de mon ancienne communauté, le village de Valouise dans les Hautes-Alpes, pour l'année 1750, j'ai trouvé la mention dans les comptes des trésoriers de la communauté d'une campagne de cartographie militaire secrète, on appelle la carte de Bourset, avec mention de sommets dans les zones glaciaires qui auraient été escaladés à cette occasion-là. 130 ans avant les premières ascensions officielles. C'est un sacré bouleversement, ça pose des tas de questions. Et je continue cette recherche, il y a 3 à faire, même si c'est moi qui l'ai impulsé. Il s'avère qu'ils ont fait à cette époque-là, les militaires font, parce que les Alpes sont un enjeu stratégique capital entre la France et l'Autriche, l'Espagne et l'Italie, ont fait un immense travail de cartographie pour mieux comprendre les Alpes, mieux connaître les Alpes. Et effectivement, dans les zones glaciaires, les géographes et les habitants vont escalader un certain nombre de sommets vers chez moi, les Hautes-Alpes, 100 ans en gros avant l'arrivée des alpinistes. Chose qui a été complètement oubliée. Le problème, c'est que quand on est confronté à ça, alors, ils vont faire une carte magnifique, très peu connue, je suis désolé, c'est un peu dans tous les sens, qu'on appelle la carte de Bourset, qui est une carte au 14 400e, qui va de Grenoble jusqu'à Vintimille. Voilà mon village, Valouise, non, ça c'est Briançon, pardon. La carte de la zone 14 millième, vous prenez une carte IGN au 25 millième et vous multipliez tout par 2, en gros. Les originaux sont conservés, les originaux en aquarelle sont conservés au service historique de la Défense et à l'IGN. Ici c'est au service historique de la Défense. Quand vous ouvrez les cartes, vous avez besoin de plusieurs tables, tellement c'est grand, tellement c'est immense, et c'est extraordinaire, et tout est juste, tout est parfait. J'ai un copain cartographe militaire qui a mis ça sur des modèles numériques 3D à 100 mètres près en 1750, tout est parfait. Le problème, c'est que quand vous êtes confronté à cette recherche-là, c'est-à-dire des gens qui montent au sommet des montagnes avant les premiers alpinistes, il n'y a personne pour vous aider, ou presque. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on a oublié, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc régulièrement, et on va arriver à la Terre plate, je fais une veille bibliographique dans les bases de données scientifiques et plus généralement sur Internet pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui seraient en train d'étudier des sujets similaires, pour essayer de comprendre où on va et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut ne pas dire. Et donc la recherche sur Internet m'amène dans les bases de données professionnelles, Scopus ou Google Scholar, on a accès, moi j'ai accès à tous les articles même payants,
Mais ça m'amène aussi vers des conférences grand public de chercheurs, d'historiens des sciences spécialistes du XVIIe et XVIIIe siècle, pour essayer de voir si au détour d'une conférence, ils n'auraient pas dit un petit truc qui pourrait se boutiquer à ce que je suis en train de chercher, de comprendre désespérément sans trop d'archives. Et en regardant une conférence d'un très grand historien des sciences du XVIIe, XVIIIe siècle, Simon Schaffer, sur la droite de ma page YouTube, je vois apparaître la Terre plate. Je vais voir ce dont il s'agit. Et là, première rencontre avec la Terre plate, il existe aux États-Unis notamment, dans le monde anglo-saxon, mais de plus en plus dans le monde français, des gens qui prétendent et qui prouvent que nous ne vivons pas sur un globe, mais sur une Terre plate. Alors, c'est la sidération. Moi, je suis en train de traquer des cartographes, des géodésiens dans les Alpes qui font un boulot extraordinaire de géodésie avec de la triangulation. Rapidement, la triangulation qu'on a réussi à reconstituer, où effectivement, ils mesurent la forme sphérique de la Terre. Voilà toute la triangulation des officiers géographes en 1750-54 dans les Alpes du Sud. Grenoble est tout en haut. Et la zone des glaciers est ici, avec notamment l'ascension du mont Viso, 110 ans avant la date officielle, à 3800 mètres d'altitude. Donc moi je suis confronté à ça, des gens qui mesurent la rotondité de la Terre à chaque fois qu'ils font une mesure de triangle, puisque la somme des trois angles est toujours supérieure à 180 degrés, et il y a des sortes de branquignoles sur Internet, de plus en plus suivis, de plus en plus nombreux, qui disent que tout ça c'est de la foutaise, que derrière tout ça il y a les jésuites, il y a l'Église, il y a la NASA, et que tout ce beau monde est en train de nous mentir. Non, la Terre est plate. Regardez au-delà de votre jardin, regardez le bord de la mer, regardez au sommet d'une montagne, regardez dans un avion, tout prouve que la Terre est plate. Et la sidération va encore plus loin, parce que pour qu'on nous cache le fait que la Terre n'est pas sphérique mais qu'elle est plate, donc il faut non seulement que la NASA nous mente, particulièrement la NASA, les observatoires de Sarge-Laval, personne ne le connaît, mais ils nous mentent aussi, les profs nous mentent, la NASA nous ment, donc, la NASA c'est les nazis, donc les nazis sont dans le coup, mais comme on sait que la Terre est sphérique depuis avant la NASA, c'est nécessairement les jésuites qui sont dans le coup, parce que ce sont des mauvais coups, ces mecs-là, et si c'est pas les jésuites, c'est nécessairement l'Église, mais quand on réplique aux platistes que non, ça fait depuis Aristote qu'on sait pertinemment que la Terre est une sphère, il faut trouver des gens qui soient capables de maintenir un tempo avant même que l'Église existe. L'Église c'est après le Christ, donc c'est 300 ans après Aristote. Et les seuls qui soient capables, sur la durée, plus de 2500 ans, de maintenir le complot, il n'y en a qu'un seul, c'est les Juifs. Ça vous fait rire, non? Bon, voilà. Alors on va arrêter de regarder ça. La sidération, elle est là, et quand on est face à ce genre de sidération, on se dit qu'est-ce que je fais? Et apparemment, on est quelques-uns, je ne suis pas le seul, il y en a un autre dans la salle qui pourra aussi peut-être raconter son expérience. On se dit, bah là j'interviens. Et on devient youtubeur. On commence avec un abonné, et ce week-end, je vais dépasser les 2000 abonnés. Une vidéo à 120 000 vues, une autre à 20 000 vues, je suis très content. Je me reçois des menaces par SMS. Bon, contrairement à chercheur de mensonges qui est anonyme, moi j'ai fait le choix de ne pas l'être. Bon, sidération et intervention. Pour ma part, je fais en sorte, sur ma chaîne qui porte mon nom, donc, d'intervenir sur vraiment des questions techniques. Pas uniquement Ératosphère, pas uniquement Aristote, mais qu'est-ce que mesurer un angle, comment depuis un avion, je vais vous montrer ça tout à l'heure, on peut voir que la Terre est sphérique et on peut mesurer le rayon de la Terre depuis un avion. Apparemment sur YouTube, je suis le premier à l'avoir fait. Il y a un physicien américain, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui a mesuré le rayon de la Terre depuis un bateau. Très astucieux. Bon voilà, je m'amuse beaucoup. Alors, très rapidement, ce soir, je vais en 2 minutes et demie vous expliquer ce qu'est la Terre plate et son histoire. Et puis après, pendant 10 minutes, on va regarder la réponse des globulistes. Donc vous avez les platistes, les Américains qui l'appellent les flatters, les platistes qui font des vidéos, et vous avez les globulistes qui répondent, avec une caractéristique très particulière, contrairement à beaucoup d'autres vidéos scientifiques, c'est que les globulistes, eux, ils mouillent la chemise, ils se trempent les pieds dans les ruisseaux et dans les océans, ils font des mesures. C'est vraiment de la science en action, et c'est, je trouve, de ce point de vue-là, passionnant. Alors, l'histoire de la Terre plate. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la Terre plate, c'est pas du tout quelque chose qui vient de loin. La Terre plate, elle a une date de naissance, c'est 1849. Avant, la Terre plate n'existe pas, enfin quasiment pas. Il y a longtemps, effectivement, les hommes ont pensé que la Terre pouvait être plate.
En gros, la question est réglée il y a à peu près 2500 ans, notamment par les marins. Les marins savent que la Terre n'est pas plate. La meilleure preuve, c'est que quand vous regardez un bateau qui s'éloigne, la coque commence à disparaître et le mât disparaît en dernier. Et ça, sur une Terre plate, c'est impossible. Donc les marins savent que la Terre n'est pas plate. Il y a 2300 ans, c'est Aristote et Eratosphère qui démontrent et font une première mesure de la rotondité de la Terre et de la taille de la Terre. Et depuis Aristote, en gros, on sait pertinemment d'un point de vue scientifique, pas uniquement d'un point de vue empirique, mais d'un point de vue scientifique, que la Terre est une sphère. Il y a, à la fin de l'Antiquité, deux oiseaux, Lactance et Cosmas, son nom j'ai toujours un peu du mal, Cosmas Indicopleustes, qui affirment que la Terre est plate. Mais ce sont les seuls. Depuis Aristote, depuis Eratosphère, tout le monde sait que la Terre est une sphère. Et tout le monde est capable, petit à petit, en raffinant les mesures, tout le monde est capable de savoir, de donner son rayon. La première approximation très précise du rayon, c'est il y a 1000 ans très précisément, un astronome arabe, Al-Biruni, avec une méthode absolument géniale et ultra simple, qui donne à 40 km près le rayon de la Terre. Avec son œil et en gros un gros rapporteur, depuis le sommet d'une montagne. La méthode est simple, c'est celle que j'ai mise en œuvre dans un avion, et depuis un avion, j'ai calculé effectivement à 70 ou 80 km près le rayon de la Terre. Donc on sait que la Terre est une sphère. Et la question de la forme de la Terre, c'est une question capitale dans l'histoire des sciences. Je ne vais pas vous faire le détail, mais songez que tout le 19e siècle s'écharpe, le 19e siècle scientifique s'écharpe sur la question des longitudes. La latitude, c'est très simple, il faut regarder les étoiles, de mesurer l'angle, et c'est bon. La longitude, c'est beaucoup plus complexe. Et la question des longitudes n'est réglée qu'en 1905 par un jeune technicien du bureau des brevets de Berne qui vient d'une famille qui fabrique des horloges électriques synchronisées, donc qui a un problème de longitude et de synchronisation électrique, et qui comprend que la seule façon de régler définitivement la question de la longitude, donc de la synchronisation des horloges, c'est de décréter que la vitesse de la lumière est fixe dans les référentiels galiléens. Ce jeune technicien s'appelle Albert Einstein. Il est en thèse de physique, mais c'est parce qu'il est dans le bureau des brevets de Berne et qu'il travaille sur les brevets des horloges électriques synchronisées et que son père et son grand-père sont fabricants d'horloges électriques synchronisées qu'il comprend ce que jamais personne n'avait compris avant lui. C'est une question qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Or, en 1849, un Gugus sorti de nulle part, un agitateur politique, un socialiste utopique, soupçonné de promouvoir l'amour libre dans un village anglais dont il a la responsabilité, débarque au milieu de nulle part, pour l'Angleterre, au milieu de nulle part, mais bon, il débarque au milieu de nulle part et il dit la Terre est plate, et je vous le prouve. Et effectivement, il observe des bateaux, il observe des phares, il observe des montagnes, il observe des canaux, et des barques qui s'éloignent sur les canaux, et de fait, le modèle sphérique ne fonctionne pas. Et ce gaillard-là, très astucieux, va investir les réseaux d'institutions et d'académies scientifiques et techniques destinés aux ouvriers et à la classe moyenne anglaise. Les ouvriers anglais, tous les jours, ils sont en train de fabriquer des objets avec des machines à vapeur. Si on veut qu'ils travaillent correctement, il faut qu'ils comprennent ce qu'est une machine à vapeur. Et si on veut qu'ils comprennent ce qu'est une machine à vapeur, il faut qu'ils comprennent en partie ce qu'est la thermodynamique. Donc on les forme. Et on les forme à travers des réseaux d'académies scientifiques et techniques, avec des conférences, des rencontres d'ingénieurs, des rencontres d'astronomes, de professeurs, etc. Et notre platiste, qui s'appelle Samuel Robotham, débarque dans ce milieu-là et fait des conférences où il démontre que la Terre est plate. Et ça commence comme ça. Alors, on pourrait parler des heures parce que c'est passionnant. Il y a un contexte sociologique, un contexte social et politique qui joue dans cette émergence de la Terre plate. Il y a plein de choses qui sont liées. Ça se passe au moment de l'exposition universelle de 1851 à Londres, au moment où tout le monde s'intéresse aux sciences et aux techniques, et notamment à la reine des sciences, l'astronomie. Donc il y a un contexte qui est propice à ce qu'on écoute quelqu'un qui vient nous dire que tout ça est faux. Ça se passe au moment où la poste anglaise abaisse drastiquement le prix de la diffusion des lettres, en passant à 1 penny, ce qui fait que ce platiste va pouvoir inonder l'Angleterre de brochures de 16 pages pour quelques pennies, achetables par tous les ouvriers et tous les artisans de la classe moyenne, moyenne supérieure. Donc il y a vraiment un contexte qui fait que ça part comme une traînée de poudre, et que face à ça, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs sont complètement démunis. Allez répondre à un mec qui raconte n'importe quoi, et aller répondre à un mec qui s'avère être un véritable escroc. Au même moment, on a quelque chose sur lequel nous vivons toujours. On crée de toutes pièces, pour des raisons politiques,
un conflit qui n'existait pas auparavant, le conflit entre la science et la religion. Pour des raisons politiques, on vous explique que la religion c'est l'obscurantisme, et notamment l'Église catholique, surtout pas les églises protestantes, anglicanes et protestantes, l'Église catholique, le pape, donc les jésuites, on y revient, c'est l'obscurantisme. En revanche, les savants qui eux sont en train de révolutionner le monde, Lyell avec la géologie, Forbes avec la glaciologie, Darwin avec la biologie, ces savants-là sont hors de l'obscurantisme de l'Église, et donc c'est eux qu'il faut croire. C'est un discours politique. Lyell était un protestant, Forbes était un protestant pratiquant, Darwin était aussi un protestant pratiquant. Pour eux, il n'y avait aucun inconvénient à décréter la révolution géologique, la révolution biologique, et être en même temps croyant à aller à l'office au temple. Mais pour des raisons politiques, on crée ce conflit, et notre premier platiste va s'engouffrer là-dedans. Et pendant une vingtaine d'années en Angleterre, on a une sorte d'explosion. La Terre est plate, et quasiment personne n'arrive à répondre à cette affirmation. Ceux qui vont répondre vont mener des expériences de géodésie classique, mais notre Samuel Robotham va décréter que ces expériences sont fausses et qu'on a bien là la preuve que les astronomes sont tous des menteurs. On a donc un escroc et un contexte qui font que la science, la Terre plate, apparaît, s'épanouit pendant une vingtaine, une trentaine d'années, et puis disparaît. Elle va réapparaître légèrement dans les années 1930 aux États-Unis, elle va réapparaître légèrement dans les années 1960, toujours aux États-Unis, toujours pour des raisons politiques. Alors en 1960, on a en plus l'homme qui va sur la Lune, donc on met la NASA dans le coup, et elle réapparaît enfin au début des années 2010, avec là encore un escroc, Éric Dubé, qui commence à faire des vidéos sur YouTube, un canal technique de diffusion du savoir gratuit. Souvenez-vous, la Poste à 1 penny en 1850, YouTube gratuit aujourd'hui, et on a, depuis une dizaine d'années, la résurgence de la Terre plate, avec des dizaines et des dizaines de vidéos dans le monde anglo-saxon qui prouvent que la Terre est plate et qui démontrent le complot qui est derrière. Éric Dubé est un antisémite actif, admirateur de Adolf Hitler et des nazis. Donc on a bien là cet immense complot qui remonte jusqu'aux Juifs pour expliquer pourquoi on nous a caché cette platitude depuis 2500 ans. Voilà en quelques phrases, et j'ai dû dépasser déjà le temps qui m'était imparti, l'histoire de cette Terre plate. On pourrait aller beaucoup plus loin parce que c'est passionnant, mais face à ces platistes, il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens comme moi, apparemment, qui disent là c'est pas possible, je prends la parole. Certes, c'est moins important que les vaccins et que les chemtrails, aucune vie n'est en jeu, si ce n'est que derrière, il y a l'accusation, la mise en accusation des Juifs qui sont à l'origine de tout ça. Et donc, on va, c'est les dernières minutes, j'ai fait une sélection de quelques vidéos, de quelques extraits de vidéos, qui vous montrent comment les globulistes, c'est ainsi qu'on les nomme, réagissent, contre-attaquent. Et la chose qui est passionnante, c'est que les globulistes réagissent, je vous l'ai dit au tout début, en faisant des expériences et des observations. La vidéo d'Astronogeek qui parle de la Terre plate, il n'y a aucune expérience, aucune observation. Nous, on mouille nos pieds, on va dans les océans, on va au sommet des montagnes, et on montre ce que c'est que de voir la Terre sphérique. On peut y aller pour la vidéo. Je commence par le meilleur de nous tous, qui est un Australien, pilote de ligne, qui passe son temps à imaginer des dispositifs pour voir la Terre sphérique. Là, par exemple, il va mesurer, on peut mettre moins fort le son, il va mesurer la variation d'un poids de 500 grammes entre le nord et le sud de l'Australie, qui prouve que la Terre est en train de tourner sur elle-même et qu'elle est aplatie au pôle. J'ai fait la même chose, voilà. Il a taré sa balance à 500 grammes. Là, au nord de l'Australie, le poids de 500 grammes va faire 500,16 grammes, si mes souvenirs sont bons. Preuve que la Terre est aplatie au pôle et qu'elle tourne sur elle-même. 500,16 grammes. Vous pouvez faire l'expérience, je l'ai fait l'an dernier, entre la France, l'Irlande, Chicago et le Kansas, pour aller voir l'équipe totale de ça. Riposte française, délire en vrac, on est dans l'ironie. On peut mettre le son, parce que le début vaut la peine. On est dans l'ironie, puis dans la science. Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Vous avez un puits d'huître et vous ne savez quoi faire. Il reprend
reprend après ce que disent les platistes et il les passe à la moulinette du savoir, de l'observation. Mais le début est très drôle. Alors c'est une des caractéristiques des globulistes, il y a beaucoup d'ironie dans leur façon de répondre. Eratosphère, qui est le plus connu en France, qui habite dans l'est de la France, qui avait été sollicité pour venir, mais qui ne pouvait pas être là, on a fait ensemble une observation collective. On a été les premiers au monde. Le 21 juin, on a observé la longueur de l'ombre de poteaux qu'on a mesuré. Hop, depuis la Finlande, où mon fils était en stage à l'université, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, dans une quinzaine d'endroits, on a observé la longueur d'un poteau. Chacun mesurait la hauteur de son poteau et la longueur de l'ombre. Voilà, là on est dans l'est de la France. Et après, on part à la nature. L'Eratosphère a mis ma petite vidéo dans les Hautes-Alpes. Voilà, moi j'ai pris un poteau qui était là tout seul sur un terrain de sport. On va voir après en Belgique, il y a 2 profs d'université avec leurs enfants qui ont imaginé des dispositifs assez géniaux, très simples mais géniaux. On a 2 platistes qui ont participé. Extraordinaire. C'était ouvert à tout le monde, 2 platistes ont participé. On est arrivé à une double conclusion, on va le voir juste après. 1, la Terre ne peut pas être plate parce que le Soleil serait situé à plusieurs endroits à la fois au même moment, donc c'est pas possible. Et 2, quand on se met sur la surface d'une Terre, on a une chose exceptionnelle, tous les rayons convergent à l'infini, preuve que à la fois la Terre est une sphère et le Soleil est très loin de chez nous. Là, c'est chez un copain universitaire belge avec son fils. Là, c'est une jeune femme à Béziers qui s'est lancée. On avait fait un appel pour participer. Et voilà, une de nos platistes qui, depuis, a changé. Elle est devenue concaviste. La Terre est une sphère creuse et on vit à l'intérieur. Bon, elle a un problème d'ordre psychiatrique fort. C'est triste pour elle. C'est une jeune femme qui mériterait beaucoup mieux. Bon, voilà. Et donc, elle a fait sa mesure. Le dispositif est astucieux. Hein. Elle n'est pas juste un crayon, une assiette en papier. Elle a fait une erreur. Elle a pris la mesure au bout du crayon alors qu'il fallait la prendre juste à la naissance de l'ombre. Mais peu importe. Voilà. Si la Terre est plate, le Soleil est dans plusieurs endroits différents, c'est impossible. Et en revanche, si la Terre est une sphère, on a au miracle l'ensemble des rayons qui convergent, on va y arriver, qui convergent à l'infini vers la position du Soleil. On a été les premiers au monde à le faire. Les Américains, les Anglo-Saxons ont été jeunes comme des poux, ils nous ont suivis à 2 reprises. Alors les Américains, eux, ils ont mis le paquet, il y avait des lasers, il y avait des machins dans tous les sens. Eux, il y avait juste des bâtons et des... Bon. Le globule des montagnes, on peut mettre le son, l'ironie, elle est à fond, et vous allez voir que ça marche aussi. Il habite en Massif central. Bonjour Yves. Ici le globule des montagnes. Je fais cette vidéo de mon propre plein gré pour dire que voilà, il y a 3 mois j'ai commencé une chaîne YouTube pour me moquer des platistes et j'en suis désolé. Je suis un sale troll, je me suis trompé. La Terre est bien plate. Voilà. Donc je voulais signaler que je m'excuse auprès de tous les platistes pour le mal que je leur ai fait. Cette vidéo n'est pas réalisée ni sous la contrainte, ni sous la menace. Voilà, j'arrête ma chaîne YouTube. C'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc au revoir et on se retrouvera pas pour une prochaine vidéo. Bon, et il termine avec on est dans l'ironie là, il est très fort en manipulation des images et en montage. Et là, il soude un des grands platistes québécois. Ici Houston, donc la trace de l'ISS. On s'amuse bien entre les images. Chez les anti-califéistes, c'est un peu triste, et nous, c'est vraiment une jubilation. L'ampleur de la Terre, c'est énorme. Ah oui. La voix, c'est celle d'un des gourous de la Terre plate québécois. Bon, mais le globule des montagnes est capable aussi de débunkage extraordinaire. Elle nous explique que les fusées ne peuvent pas, les platistes expliquent que les fusées ne peuvent pas se propulser dans le vide. Et le globule des montagnes a fait un débunkage de toutes les vidéos platistes qui est remarquable, drôle. Pour faire des expériences correctes, c'est pas vraiment ça. Parce que j'ai fait
hasard, et je suis allé commander un kit spécial pour les textes de propulsion mobile. Donc aujourd'hui c'est unboxing sur la chaîne du Globium. Alors, on va ouvrir cette petite boîte, et qu'est-ce qu'on a dedans? On fait vite accélérer là, hein. Voilà. Donc on se retrouve sur le terrain d'essai. Ça vaut le coup, c'est un des meilleurs développeurs des idiocyclatistes. Le matériel nécessaire. Pour commencer, nous avons un petit chariot avec et il a fait une vraie découverte scientifique que personne n'avait vue. Je ne vais pas vous la montrer, ça va s'arrêter bientôt. Ensuite, nous avons des petites pailles que nous allons adapter à la sortie du réacteur, comme M. a fait ses expériences. Une bande de papier, une règle, et ensuite un appareil de mesure qui va nous permettre de visualiser la vitesse d'éjection des gaz à la sortie du réacteur. Ensuite, nous avons mis le sol à niveau, voilà, et une petite pendule qui va permettre de vérifier que tout se passe en temps réel dans les expériences. N'oubliez pas les lunettes de protection. Alors, Fred Aves, lui, est en Nouvelle-Calédonie, actuellement aux Philippines, et là, c'est de l'observation astronomique géniale, avec en plus des pièges pour les globulistes. Si vous regardez un peu sur YouTube, je vous le dis, il y a 2 fausses vidéos. Alors voilà, le soleil est sur le point de se coucher. On peut faire main fort. Il y a 2 fausses vidéos en français qui circulent et que les platistes ont repris. En croyant que c'était des vraies vidéos platistes, mais ce sont des fausses vidéos de globulistes pervers qui tentent de piéger les platistes. Bon là, il est dans les îles de la Nouvelle-Calédonie, il observe le coucher du soleil et il confronte l'hypothèse terre plate, terre sphérique. En plus, dans cette vidéo-là, il va la faire en plusieurs épisodes et à 2 reprises, il va piéger les platistes. Il va s'arrêter brutalement. Les platistes vont réagir en disant « J'ai trouvé le truc, c'est tout faux et la Terre est bien plate ». Et une semaine plus tard, il revient en disant « Eh non, je vous ai piégé, vous n'avez pas bien regardé, voilà la manip que j'ai fait à tel moment, qui prouve que vous vous laissez berner par ce que vous regardez. » Voilà, Fred. Alors lui, il a été dénoncé, son nom a été donné, il avait eu un procès pour un petit problème fiscal qui a été divulgué. Donc se confronter aux platistes, c'est assez violent. Moi, il m'arrive un peu la même chose en ce moment. Mais moi, c'était plus simple, parce que mon nom et mon prénom sont les vrais, donc on peut chercher, on peut me trouver quelques crasses, mais qui n'en sont pas. Bon, enfin voilà. Donc Fred, sa chaîne est géniale, c'est de l'observation dans des paysages paradisiaques, donc c'est vachement sympa. Et puis après, on va avoir... donc on explique toujours comment on fait. Le Québec est représenté, un des plus grands platistes et québécois, et voilà, le Québec qui passe à l'attaque. Prof JST, qui n'est pas prof de physique, je vais aller le voir au mois de mai au Québec, qui lui va nous faire des choses absolument géniales sur le fleuve Saint-Laurent. On peut mettre un peu le son. Un objet situé à 40 mètres d'élévation jusqu'à une distance de 54 Voilà, km. c'est le Québec à l'attaque. C'est à peu près la distance que je vais vous montrer. Cela voudrait donc dire qu'un observateur... Vous voyez, on est vachement sérieux, on fait les maths, on fait la géométrie, on observe. Pratiquement toute l'île où il y a... On va par moins 20 degrés dehors. Je vous montre à partir d'images trouvées sur on montre où on est, on explique tout. Le domaine forgé. Vous pourrez comparer et voir. Voilà, donc quand il est au niveau du fleuve Saint-Laurent, il ne voit pas l'île à 40 km, il monte de 80 mètres en hauteur, par moins 25 degrés. Voilà, un effet dramatique, il le dit. On se fout toujours de la gueule des platistes, ça nous fait du bien. Et alors, il faudrait accélérer, mais effectivement, quand il monte de 80 mètres, l'île qui était invisible apparaît avec Zarathustra. Même au Québec, la Terre est une sphère. Voilà, l'île elle apparaît là-haut, on la voit, alors que 80 mètres plus bas, on la voit pas. Chercheur de mensonges qui est dans la salle, alors écoutez bien, regardez bien. Et oui, quand on s'éloigne, très loin, on ne voit plus les objets. Et là, la tour, on la voit, hein? Et ce qui est pas visible et pas au loin complètement paumé, ça veut rien dire, quoi. Vous voyez la sidération du bonhomme, hein, quand on regarde une vidéo platiste, c'est ça, on est dans cet état-là. Alors qu'il y a quelque chose de tout simple, qui, à mon avis, va permettre de finaliser complètement cette vidéo. Si la Terre était plate, on verrait la tour entière. Voilà. Il n'y a pas de perspective à la con, il n'y a pas de « oh, il y a des poussières atmosphériques, machin, on voit pas... » Non, non, non. On la verrait en entier. Point final. Voilà, ça fait du bien d'entendre.
Et puis je termine par quelques-unes de mes vidéos, et on va arriver, je vais arrêter. Alors moi j'ai une chaîne, je me suis spécialisé en essayant d'avoir plutôt un regard que disent les scientifiques. Bon, je m'autorise régulièrement à cogner très violemment sur les platistes, notamment Ewan Henke, le gourou québécois. Oui, il y en a d'autres, voilà, contre des hôtesses de l'air. Une vidéo dont je suis très fier, c'est « Je mesurais le rayon de la Terre », elle n'a pas été beaucoup vue, peu importe. Je suis très fier. À Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde, on voit que la Terre est une courbe, sphérique. 2 teasers de mes vidéos, qui vont durer 1 minute chacune, et puis après j'arrête. Quand on connaît l'histoire de ces hommes qui mesuraient le rayon de la Terre, ce sont des épopées extraordinaires. Donc je peux me permettre d'avoir un peu des trémolos dans la musique pour rendre hommage à ces gens-là. Et d'ailleurs, eux-mêmes me rendent hommage. Voilà, d'après un des grands salons il y a 1000 ans, Al-Biruni. Eratosthène a dit que c'était génial, c'est signalé. Maupertuis, Douguet, Delandre et Méchain aussi, trouve que c'est génial. C'est très simple à faire, c'est très drôle en avion. Deuxième teaser, la vidéo n'est pas encore publiée. Bon, et puis après, quelques secondes d'une vidéo qui vous montre comment on peut observer la sphéritude de la Terre. Alors ma série s'appelle Les branquignoles de la Terre plate. Parce que je trouve que c'est très affectueux pour ces gens-là. Ils le méritent parfois pas. Sur les océans d'une Terre plate, 2 lignes parallèles situées à la surface de l'eau et observées depuis le pont d'un navire convergent vers l'horizon visuel qui se confond presque avec l'horizon astronomique. Mais sur les océans d'une Terre sphérique, 2 lignes parallèles situées à la surface de l'eau et observées depuis le pont d'un navire ne se rejoignent pas au niveau de l'horizon astronomique et encore moins au niveau de l'horizon visuel, car elles suivent la courbure de la Terre et disparaissent derrière l'horizon visuel avant de converger en un point. Vous avez deviné où je veux en venir? Allez, je vous aide. Voilà, on va arrêter là. Ça, c'est une preuve que la Terre est une sphère. Et le physicien américain qui a fait cette expérience, qui l'a publié dans un article scientifique dans une revue sérieuse, a pu mesurer à 100 km près le rayon de la Terre simplement en regardant la traînée des hélices et le sillage du bateau. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé. Ce que je veux, le message que je veux faire passer, c'est perdre un peu de temps à aller voir ce que sont les vidéos platistes et après aller voir quelle est la réponse des globulistes. Alors dites-vous bien que nous sommes tous financés par la NASA, assez grassement. J'ai d'ailleurs une vidéo qui prouve que on voit nos yachts dans le port de Monaco. Enfin mes copains, parce que moi j'étais à 1000 mètres en train de faire des mesures. Mais allez voir la réponse des globulistes. Vous aurez de la science en action, vous aurez beaucoup d'ironie, et
Vous aurez aussi des choses dégueulasses qui sont montrées. J'ai fait une vidéo sur un des platistes québécois en montrant qu'il est antisémite. Dans 15 jours, je fais une autre vidéo qui s'intitule « La Terre plate est antisémite », où là, je cogne sur des platistes français en les nommant. Mais au-delà de ça, il y a une jubilation à aller chercher dans le monde qui nous entoure cette histoire extraordinaire des hommes qui ont mesuré la forme de la Terre, qui ont vu la forme de la Terre et qui ont mesuré la forme de la Terre, et à faire comprendre que les platistes sont des trous du cul, en plus d'être des grands fidèles. Merci. Très bien. Et donc si vous avez le programme, la feuille de programme, au verso, vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont numérotés de 1 à 10. Bon, tout à l'heure, on a fait un espèce de petit QCM, de petit sondage. Je vais vous montrer des sophismes. Ça fait vrai sceptique. Vous ne dites rien. Vous procédez à un entretien épistolique. La réponse D. Je vous laisse répondre quelques secondes. C'est une question déjà. Il y a plein de mots que je parle pas. C'est pas grave, mais passez pas. Ça fait partie du test. Et tu as un question. On débriefera après. Bon, on a répondu. Deuxième question. À quelle fréquence prenez-vous de l'homéopathie? C'est un piège. Nous posons de vraies questions ce soir. Ça démontre rien, ça. Nous posons des questions pour l'instant, mais répondons pas. A. Assez rarement. B. De temps en temps, pour un rhume. C. Jamais. D. Jamais plus de 15 séances. C'est trop fort. Y a-t-il des spécialistes dans les salles? C'est bon, vous avez répondu. Vous écrivez bien vos lettres. Troisième question. Lisez-vous votre horoscope? Parfois, mais je ne retiens que les bonnes nouvelles. Tous les matins, ou presque. Dans le tram, bien sûr. Seulement sous la contrainte. C'est moi qui les rédige. Non, personne. On n'a pas dit qu'il y avait qu'une seule bonne réponse. Hein. Il y en a plusieurs, tout ça, hein. Attention. Hein. Quatrième question. Pensez-vous que la Terre est... Le problème, c'est qu'elle a été probablement influencée par l'intervention précédente, mais bon. Pour voir si vous avez suivi. Plate. Pyramidale. À peu près sphérique. Ça dépend, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Non, pas. On enchaîne. Cinquième question. Il n'y en a que 10. Hein. Un inconnu vous offre un recueil de moisissures argumentatives. Que faites-vous? Vous le remerciez en lui offrant des fleurs. Vous êtes sceptique, mais vous le remerciez timidement. Vous soupçonnez de manipulation de l'observateur. C'est bien un complot. Ah, c'est quoi une moisissure argumentative? Allez-y, votre réponse. On continue. Un ami vous dit qu'il a été amené par des extraterrestres. Ah, un témoignage n'est pas un niveau de preuve suffisant. Les extraterrestres participent au complot. Ah. Désormais, ce n'est plus votre avis. On va tromper les points après. Hein. Répondez bien. Vous lui offrez la thèse de Jean-Michel Abrassard sur le soukoupisme. Alors, on a cherché le soukoupisme, c'est le terme employé par Jean-Michel Abrassard dans sa thèse. Vous lui demandez comment faire pour les rejoindre sur Orléans.
Septième question. Vous êtes vacciné contre la rougeole. Vous avez peur de la nouvelle épidémie. Vous avez perdu votre dernier symptôme depuis longtemps. Contre toutes les maladies, vous vous tenez à jour régulièrement. Certainement pas, vous ne voulez pas attraper l'autisme. On a beaucoup travaillé. 8e question. Le 11 septembre 2001. Je ne connais pas tout, je suspends mon jugement. Certes, les avions n'étaient pas des hologrammes, mais 2 avions, 3 tours, bizarre, non? J'ai des photos des débris du vol 77 accrochés au mur de la chambre. C'est technique hein, sur cette question. D. Je milite chez Léopold Vincent 9-11, pardon. J'ai été liké récemment. Oui, tout le monde. Qui ne l'a pas été? 9e et avant-dernière question, aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça. Quel site internet vous paraît le plus fiable parmi les 4? Ci-dessous. Sputniknews.com. Et on sait ce que c'est qu'on sache. C'est monastéoris.fr. Des stopmensonges.com. Attention, la dernière question, c'est la plus difficile, je vous préviens. Il nous manque le haut. L'informateur secret des pyramides se nommait Jacques Grimaud. 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 On vous a prévenu, c'est la plus difficile. On vous laisse réfléchir, hein, parce que c'est beaucoup de choix. Nous arrivons à la fin du questionnaire déjà. Bien. On va calculer les scores maintenant. Donc vous allez calculer vous-même le score. Savoir si vous êtes intéressé ou pas quand même. Donc comme vous pouvez le lire, chaque D vaut 1 point, chaque A vaut 2 points, chaque C 3 points, et D ou plus vaut 0 points. D ou plus, ça vaut 0 points. C'est le H frère en fait. Si vous voulez me rejoindre. Vous avez déjà compté vos points? D'ailleurs, ça peut se dire, hein, c'est vachement vite. Est-ce que tu as réussi, madame? Je peux rentrer dans la scène. Je peux venir brainstormer la touche. Je suis assez fou, hein, madame. On considère que un monde est à peu près terminé. Alors, ici c'est bon. Alors, normalement, donc, on a classé, on a longtemps délibéré d'ailleurs, pour définir toutes ces catégories. Donc vous êtes soit pique, soit ensemble de vie, de cœur, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 31 points ou plus?
tricheur ou pour raconter. Bien. Donc, voilà. Du coup, on va vous distribuer les papiers qui correspondent Selon vos résultats, Selon en fait, vos résultats. vous allez avoir la description de votre profil celtique. Et donc, pour ce faire, on va avoir besoin du nombre de personnes qui ont obtenu moins de 5. Moins de 5, ça va. On va vous les distribuer. Ce qu'on vous propose, pour maintenir un peu le suspense, c'est que vous les gardez face cachée et après, tout le monde les lira en même temps. On va les lire ensemble. Comme ça, chacun lit le texte qui correspond. On va éviter des biais ou des influences dans cette expérience. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'après, on va vous demander à quel point vous vous reconnaissez dans le profil celtique. Donc, comme vous êtes venus entre potes, en général, vos potes, ils ont un certain point de vue sur vous. Donc, il faudrait éviter que votre pote vous influence. Vous voyez, donc, il faut que ça reste... Secret. Ah oui, bah oui. Ok, Entre 6 et 10 points. De 11 à 15 points. 11 à 15. Après, de 16 à 20 points. De 21 à 25 points. On n'est pas prévu que vous soyez très fort. Il va nous rester les 26 à 30. 26 à 30. On a une Est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde a eu... Il en reste encore un là-bas. Au fond, là-bas aussi. Bien. Tout le monde a eu son petit papier. Du coup, tout le monde peut lire son papier. Maintenant, ça va être le moment de regarder. Voilà. Ouais. Vous lisez pour vous, vous profitez bien du texte. Et après, si vous trouvez que le texte vous correspond, vous levez le bras en l'air pour dire que le texte vous correspond. Si vous trouvez que le texte tel que vous le lisez vous correspond à vous. Est-ce que le texte vous correspond? Est-ce qu'on fait un petit peu beaucoup ou juste si correspond pas? Ouais, correspond. Si?
coup, on a besoin de savoir si le test vaut quelque chose. Alors, au lieu de lever la main, finalement, est-ce que vous pourriez noter votre test? Alors, non pas sur la description, mais sur votre carte. Comment ça noter? En fait, est-ce que vous pourriez mettre une note de 0 à 5? 0, ça ne vous correspond pas, et 5, ça vous correspond tout à fait. Vraiment très bien. Il y a une très bonne sélection. Ah bah j'arrive. Quoi? Soyez sceptiques, soyez honnêtes. Ah non, pour l'instant, on a dit. Alors, on va essayer d'abord de savoir quelle est la valeur de votre test. Combien de personnes donnent une note égale à 0 au test? Il y a une personne là-bas. Ici aussi. Ça fait 2 personnes. 2 personnes 0. Combien de personnes donnent 1? Si vous pouvez lever la main plus haut, ouais, il y a une personne. Si ça vous correspond. La consigne, c'est quelle note donnez-vous au portrait quand vous avez de 0 à 5? 0 c'est mauvais, donc il y a un 0 de plus là-bas. 3 0. Donc 1, combien? Ah, il y a plus de 1? 3 personnes. Donc là on a 3 1, il y a d'autres 1. Non, 1 c'est que ça ne correspond pas, presque pas. Soyez honnête, hein, la sympathie ça ne compte pas. Donc 3, 1, 3. Voilà. Combien donne 2? 1. Une personne donne 2. 3 personnes donnent 2. Si j'ai 3 à chaque fois, c'est bizarre. Du coup, qui est à 3? 3,5 ça vaut 3 ou 4? 3,5 ça vaut pas. Choisis. 3 c'est passé, ça va faire 4. Si t'arrondis au supérieur, tu peux prendre Ok. Il y a 2 3 en plus. Il y a 2 3 qui s'ajoutent. Ok. Il y a 3. T'avais pas déjà reçu? Combien donne la note 4 à leur test? 4. Mais je connais. Moi j'ai pas vraiment de français, j'ai Combien donne la note 5 à leur portrait? Deux personnes. Tout le monde a voté? Ça va? On était 6. 6. Là, je comprends. 6. Quand il y a 0 et à 6, c'est 6. Ouais. J'ai 35 votes. Par rapport à ce qui me correspond, il y a 3 personnes qui ont voté 0, 3 qui ont voté 1, 3 qui ont voté 2, 12 personnes qui ont voté 3, 12 personnes 4 et 2 personnes 5. Je te laisse faire la conclusion du test. On va faire quelques. Ça fait à peu près une moyenne de 3 sur 5. Vous êtes d'accord? C'est au moins 3,5 la moyenne. La moyenne est au-dessus de 3. Les gens, vous trouvez que le texte que vous avez eu entre les mains vous correspondait plutôt. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire son portrait? Quelqu'un qui a eu 5. Par exemple, on voit ce que c'est qu'un vrai sceptique. Un vrai sceptique, quand même. On est 2. Ouais, bah, allez. À haute voix. Effet Barnum.
Tu ne savais peut-être pas encore, mais tu as un don pour débusquer les impostures intellectuelles. Tu as pris l'habitude de douter de tout, y compris de toi-même. Pourtant, tu continues à te faire avoir régulièrement. Les bêtises sont susceptibles de te blesser, mais tu sais faire preuve de tolérance et mener un argumentaire constructif. Parfois, c'est ta propre mauvaise foi qui te met à jour, et cela te donne envie de tout plaquer. Mais tu tiens le cap et tu t'efforces de te rapprocher toujours plus de la vérité. Question, êtes-vous des vrais sceptiques? Oui pour tous finalement. Donc en fait, combien de personnes avaient reconnu le test déjà? Pourtant on a mis des blagues pour pas vous mentir. On a essayé de détourner l'attention. Il n'y avait pas de sport pour le H, c'était pénible. C'était le D ou plus. D ou plus, mais c'est pas lire. Il n'y a pas de sport à Pour ceux qui ne connaissent pas le test, c'est un test typiquement qu'on appelle le test de l'effet Barnum ou effet Forer. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un texte avec des phrases assez ordinaires dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître et on met en scène un test. Ici, on a voulu faire un test pour les sceptiques pour voir si les sceptiques allaient se faire avoir notamment. Et le principe, c'est que chacun pense recevoir un profil qui lui est personnalisé, alors qu'en fait, tout le monde reçoit le même texte. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec OZED, on le fait tout le temps à la fête de la science, on a un stand, et les gens viennent et on leur propose un test de personnalité de bidon. Les gens le remplissent, et après, pareil, on a des tas. Vous nous avez peut-être vu un petit peu bidouiller les tas d'ailleurs. Et en fait, on leur donne un portrait en montrant bien qu'on prend dans un tas. S'ils sont deux, souvent, ils ont des résultats différents. Et après, ils lisent et on leur demande de noter. Et là, en moyenne, les gens mettent une note entre 4 et 4,2. C'est assez étonnant. Moi, je l'ai vraiment vu en vrai là, à la fête de la science au mois d'octobre. Avant, je m'avais entendu parler et c'est réellement ça, quoi. C'est assez incroyable. Donc, merci à vous d'avoir fait le test avec nous. Et donc, on verra si on le refait une autre fois ou pas. Avec la audience, si vous connaissez. Pourtant, je le reconnais parfaitement. En fait, si vous avez envie de voir des thèmes, parce que ça va se reproduire en fait cette soirée, il y aura d'autres mois où on va essayer de se revoir régulièrement pour revoir d'autres conférenciers, d'autres choses, faire d'autres activités. Et voilà, ça se fait pas sans vous, évidemment. Nous, on va pas à chaque fois faire des conférences entre nous, quoi. Donc, l'intéressant, ce serait si vous avez un truc, même si c'est pas des trucs vachement techniques, si vous, je sais pas, si vous étiez un complotiste avant et que vous en êtes sorti, ou alors si vous étiez, je sais pas moi, témoin de Jéhovah avant et que vous en êtes sorti, enfin, des tas de choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez très bien une théorie du complot, si vous connaissez très bien une pseudo-science, une médecine parallèle, voilà, venez en parler. Les post-it rouges, sur les post-it rouges, vous mettez vous mettez votre mail, puis vous mettez je suis intéressé pour. Enfin, vous mettez juste le thème de la conférence que vous aimeriez partager avec nous en 10, 15 minutes, 20 minutes max, voilà, comme on a fait là. Bon, si on a débordé un peu. Et voilà, et puis pour ceux qui n'ont pas d'idée ou qui n'ont pas envie d'intervenir dans des petites confs comme ça de 15 minutes, et vous êtes forcément intéressé par un sujet ou un autre, donc prenez un petit post-it vert cette fois-ci, et puis mettez le thème sur lequel, que vous aimeriez voir abordé en fait en petite conf ici. Donc si on a plein de gens qui nous disent « Ah, on aimerait trop voir, je sais pas moi, le 11 septembre », peut-être des gens qui veulent parler de ça. Ou si il y a plein de post-it qui parlent de l'astrologie, des horoscopes. Voilà, des exemples comme ça. J'espère que c'est plus clair. Vous utilisez les post-it et collez-les après sur la porte blanche. Voilà, les verts pour les sujets que vous aimeriez voir abordés et les rouges si vous voulez intervenir pour des petits post-it comme ça. C'est bon. À partir de maintenant, du coup, c'est quartier libre. Vous pouvez manger, faites connaissance. Faites connaissance surtout. Partagez, échangez. Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Apéro Sceptique de Lyon. Ok, et donc c'est notre collectif informel. Ah, on n'est pas sur Diaspora.
On fera un Twitter et puis. Non mais pour l'histoire, on n'est pas du tout une association, on a monté ça juste parce qu'on a envie de le faire. Donc il n'y a pas de site internet pour l'instant parce qu'on débute. S'il y a des gens dans la salle qui ont envie de faire un Framasite, pour le coup, bah, on y va quoi. S'il y a des gens qui ont envie de le faire. C'est un peu ça le principe. On a envie, nous, de ne pas être un comité organisateur fixe et que chaque soirée soit co-organisée avec les gens qui vont animer. Ça s'implique de la façon qu'ils le souhaitent, que ce soit vraiment ouvert et que si vous voulez faire une fois parce que vous avez le temps ce mois-là, bah, vous venez à ce moment-là et puis vous lâchez le truc après. Donc Facebook c'est pratique parce qu'on peut avoir des conversations de groupe. Si vous avez d'autres, on peut communiquer d'autres manières. On n'a pas d'adresse mail pour l'instant, mais on fera ça à un moment. Voilà, et puis sinon il y aura sûrement des gens pour faire un Discord. Hein? Faire un Discord, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Sinon c'est quartier libre. Voilà, et par connaissance. Merci d'être venu. Merci à vous. Vraiment d'avoir fait de cette Je vais récupérer les petits crayons du coup.